L'histoire de notre institut commence dans l'urgence. À la fin du 19e siècle, les maladies infectieuses déciment le monde. En 1894, une épidémie de diphtérie frappe l'île de plein fouet. La ville est démunie. Sur les conseils de Louis Pasteur, un laboratoire d'hygiène est créé au cœur de la ville. Albert Calmette en prend la direction. C'est ainsi que naît l'Institut Pasteur de Lille. C'est notre ADN. Cette histoire nous guide. C'est notre singularité. Nous sommes les héritiers d'une vision, les héritiers d'une mission. Mettre la science au service de l'action. Nous sommes recherche et prévention, au service du bien commun, au service de notre bien le plus précieux, la santé. À Lille, l'héritage de Pasteur est bien vivant. Nous sommes 800 personnes, 800 visages, 800 personnalités, 800 compétences et autant de savoir-faire et savoir-être. C'est notre cœur, notre force. Nous sommes l'Institut Pasteur de Lille. Et avec nos partenaires, en France et à l'international, nous faisons avancer la science, la recherche et la prévention, ensemble, dans les pas de Louis Pasteur. Nous prenons le relais, nous observons, nous apprenons, nous agissons chaque jour pour mieux comprendre et mieux agir. C'est ainsi que se construit l'avenir de la santé. Ici, comme en 1894, nous portons une même mission. Derrière chaque étude, chaque action, il y a des parcours, des convictions, des mains qui cherchent, préviennent et accompagnent. Ce sont ces gestes, discrets mais décisifs, qui donnent du sens à ce que nous portons. L'Institut Pasteur de Lille. Entre recherche et prévention, au cœur de notre identité, ancrée dans notre région. Chaque jour, ici à Lille, nous œuvrons pour la santé, au sein d'un réseau scientifique et humain. C'est ici que se construit notre action, ici que vit notre héritage, ici que nous faisons la différence. Institut Pasteur de Lille. Vivre mieux, plus longtemps. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence ce soir. Je suis Olivia de Clinder, je pilote la communication à l'Institut Pasteur de Lille et comme vous avez pu voir dans cette vidéo, l'Institut Pasteur de Lille c'est recherche et prévention, c'est 800 personnes qui œuvrent chaque jour pour la santé, 800 personnalités, 800 compétences et on est aujourd'hui avec une de ces personnalités, donc Benoît. Vous assistez aujourd'hui à une conférence sur la création de médicaments et donc Benoît qui nous fait le plaisir de venir nous expliquer comment ça fonctionne. Peut-être Benoît, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à toutes. Moi je suis pharmacien de formation initiale et ensuite j'ai réalisé une thèse ici à l'Institut Pasteur de Lille il y a maintenant extrêmement longtemps. Et je dirige aujourd'hui un laboratoire de l'Institut Pasteur de Lille qui a pour mission d'innover en matière de traitement en visant de nouveaux modes d'action pour des médicaments qui traitent les maladies d'une façon nouvelle et innovante. Déjà, peut-être qu'on peut commencer par définir ce qu'est un médicament. Oui, alors je suis scientifique, mais je vais reprendre, parce que je pense que c'est très intéressant, reprendre la définition légale du médicament, celle qu'on trouve dans le Code de la santé publique. Le médicament, il a deux définitions, le médicament par fonction et le médicament par présentation. Alors le médicament par fonction, il suit finalement la conception et le rôle d'un médicament pour traiter une maladie. Un médicament, c'est toute substance qui est administrée à l'homme afin de corriger, modifier ou restaurer une fonction organique. Donc un médicament, c'est quelque chose qui rentre dans notre organisme et qui va faire quelque chose dans cet organisme au bénéfice du patient. Donc on voit là une définition fonctionnelle qui correspond à tous les actes scientifiques qu'on va réaliser pour identifier un tel médicament. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, cette fois-ci sur le plan plus social, c'est qu'il y a dans la définition du Code de la santé publique, la définition du médicament par présentation. C'est-à-dire qu'une chose qui ressemble à un médicament est un médicament. Et alors pourquoi le législateur a dit ça ? Il a dit ça pour éviter le charlatanisme. Si ça ressemble à un médicament, ça
et un médicament. Et pour vendre un médicament, il faut être pharmacien. À toutes les étapes de la production jusqu'au patient, il faut être pharmacien. Et donc on compte sur le pharmacien qui est formé pour ne pas vendre des substances qui ressemblent à des médicaments et qui seraient potentiellement toxiques. Ça évite donc le charlatanisme et la distribution de médicaments qui pourraient être dangereux pour la santé. Donc une chaîne complète qui assure la traçabilité de l'idée jusqu'au patient qui va consommer le médicament. Mais alors, du coup, le pharmacien vend des médicaments qui sont mis sur le marché. Comment ça se passe ? Oui, alors pour être médicament, il faut obtenir une autorisation de mise sur le marché. Et pour obtenir cette autorisation, eh bien, il faut suivre un parcours qui est parfaitement bien défini pour évaluer d'abord l'innocuité du médicament, ensuite son efficacité, et ce, dans des expériences qui sont extrêmement cadrées. Les dernières de ces expériences sont des expériences qu'on dit cliniques, qui consistent à tester le médicament d'abord chez des volontaires sains et ensuite chez des patients pour évaluer de manière objective, scientifiquement contrôlée, l'innocuité et l'efficacité du médicament. Sans ces tests, on ne peut pas avoir d'autorisation de mise sur le marché et donc le médicament ne peut pas être vendu. Et on voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de médicaments sur le marché, il y a beaucoup de médicaments qui répondent à certaines maladies. Est-ce qu'on a encore besoin de faire de la recherche pour créer de nouveaux médicaments ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de médicaments, il y en a plus de 4000 à la pharmacopée. Et donc on traite beaucoup de maladies, déjà de manière assez efficace. On en reparlera peut-être un peu après. Mais il reste encore un besoin médical très insatisfait. On peut parler de l'émergence de maladies infectieuses qui peuvent être bactériennes, résistance aux antibiotiques, qui peuvent être virales. On l'a vu avec le Covid-19. Et certainement que dans les années futures, d'autres coronavirus et d'autres virus émergeront et représenteront une menace sanitaire. Donc il faut trouver des médicaments pour ces maladies émergentes. Et puis il y a aussi le fait que notre population prend de l'âge. Et avec la montée en âge, on a la survenue de pathologies qui sont liées à l'âge, comme l'immunosénescence, le fait que notre système immunitaire répond moins bien aux infections, donc ça nous rend encore plus susceptibles à ces maladies dont on vient de parler. Et puis également des maladies inflammatoires, l'arthrose, il y a des maladies neurodégénératives, et ces maladies sont encore mal prises en charge par la pharmacopée actuelle. Donc il y a vraiment un besoin médical important en nombre de patients. Et puis il y a aussi tout l'ensemble des maladies génétiques, qu'on appelle des maladies orphelines. C'est quoi une maladie orpheline ? Alors une maladie orpheline, c'est une maladie qui n'a pas de médicament. Et ça vient du fait que, ça vient d'un usage ce mot orphelin qui à l'origine était associé aux médicaments. On a d'abord parlé de médicaments orphelins avant de parler de maladies orphelines. Ces médicaments orphelins sont des médicaments qui sont restés sur les étagères des pharmacies hospitalières à la suite d'un changement de la réglementation américaine. Dans les années 60, la Food and Drug Administration, FDA, a exigé que tous les médicaments, même ceux qui existaient, qui étaient commercialisés longtemps avant, fassent l'objet d'études cliniques, comme je disais tout à l'heure, pour réobtenir une autorisation de mise sur le marché. Et la plupart des médicaments anciens ont fait l'objet de nouvelles études qui coûtaient très cher, mais qui permettaient donc d'obtenir cette autorisation de commercialisation. Ces études ont été faites pour ces médicaments dont la population visée était large. Mais les médicaments qui visaient des pathologies rares, avec quelques dizaines de patients, n'ont intéressé personne. Et donc, dans les pharmacies, il y avait des vieux médicaments qui soignaient des maladies rares, qui n'ont pu être utilisés parce qu'aucun industriel n'avait décidé de réinvestir de l'argent pour faire des essais cliniques et réobtenir une autorisation de mise sur le marché en bonne et due forme à cette période-là. Et donc les pharmaciens hospitaliers aux États-Unis ont créé ce terme des médicaments orphelins, orphelins d'industriels, et donc orphelins d'essais cliniques, et donc orphelins d'autorisation. Donc ils avaient cette pharmacopée qu'ils ne pouvaient pas utiliser
pour soigner leurs patients rares. Et donc, ils se sont beaucoup manifestés. Les médecins qui étaient en charge de ces malades rares se sont manifestés auprès du Congrès américain. Une femme qui avait des enfants atteints d'une maladie très rare a s'y combattu, a créé une association. Et au final, est née la loi sur les médicaments orphelins qui favorise les industriels dans leur obtention d'une AMM. Donc c'est des procédures qui sont allégées, qui coûtent moins cher, mais qui permettent quand même d'aller jusqu'au bout de l'expérimentation clinique. Et donc de remettre ces médicaments sur le marché. Ensuite, l'Europe a fait la même chose et le Japon a fait la même chose. En Europe, on a aussi une législation sur les médicaments orphelins, et ainsi au Japon. Donc c'est toujours important de continuer de créer de nouveaux médicaments pour répondre à tout ça. Voilà, et donc je parle de ces médicaments ces médicaments orphelins qui étaient sur les étagères. Ils étaient quelques dizaines. Et il faut savoir qu'il y a plus de 7000 maladies génétiques, maladies rares. Donc il reste encore un univers à découvrir pour traiter ces patients qui malheureusement n'ont qu'à attendre dans la souffrance en général un destin très funeste. Est-ce que les médicaments sont vraiment utiles ? Est-ce que c'est tout le temps utile un médicament? Est-ce que des fois on parle d'effet placebo, des fois des maladies qui peuvent se soigner sans médicaments, sans les antibiotiques, c'est pas automatique. Est-ce que c'est tout le temps utile? Alors je voudrais revenir sur quelques usages des médicaments qu'on oublie souvent et qui rendent finalement le reste de la médecine possible. Par exemple, la chirurgie. On peut dire, ben voilà, j'ai une maladie ou un défaut qui est corrigeable par la chirurgie, donc je n'ai pas besoin de médicaments. Le chirurgien va passer, il va me faire un pontage, il va me remettre la jambe que j'ai cassée bien droite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour exercer la chirurgie, aujourd'hui, les médecins font appel à de nombreux médicaments. Des médicaments anesthésiques, analgésiques, décurarisants pour rendre les muscles moins durs, des agents anxiolytiques, ensuite des antibiotiques pour prévenir une infection nosocomiale et des anticoagulants pour éviter que lorsqu'on opère les membres inférieurs, on a un caillot qui passe dans les poumons ou dans le cerveau. Donc il y a des dizaines de médicaments qui passent inaperçus parce qu'ils sont au second plan, mais ils sont absolument critiques pour réaliser la médecine, la chirurgie moderne. Et puis, il y a des maladies d'occurrence relativement récentes dans l'histoire de l'humanité qui ont été l'objet de recherches, comme par exemple le VIH. Donc, dans les années 80, on parlait de sida, et les patients mouraient. Et aujourd'hui, on a des molécules qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus de patients qui ont un sida déclaré en Europe, ou aux États-Unis, dans les pays développés. Ils sont peut-être séropositifs, mais ils n'ont plus de virus dans leur sang. Donc ils sont même plus contagieux. Et ça, c'est grâce à l'énorme capacité d'innovation de l'industrie pharmaceutique et des sociétés de biotechnologie qui ont vraiment pris cet objectif dans les mains et ont renforcé, enrichi la pharmacopée pendant des dizaines d'années. Et aujourd'hui, il y a même des médicaments comme ou peut-être qu'on va en parler après. On va en parler après, justement, et puis des innovations thérapeutiques, on va en parler également. Mais peut-être avant tout, comment est-ce qu'on découvre... Donc, je voulais juste donner un autre exemple de la médecine par rapport à la chirurgie. Il y a aussi les greffes. Oui. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire une greffe d'organes si on n'avait pas des agents immunomodulateurs et immunosuppresseurs. Et on ferait quoi? On ferait un rejet de la greffe? On ferait un rejet de la greffe. Il n'y a que la greffe de rétine qu'on peut faire sans immunosuppresseur, parce que l'œil est un organe particulier dans lequel le système immunitaire est fortement réprimé. Donc on peut greffer une rétine. Donc systématiquement, si je fais une greffe d'organes, si je bénéficie d'une greffe d'organes, il faudra que j'ai ce médicament. Exactement. Obligatoirement. Voilà. Ok. D'accord. Et du coup, ma question, comment est-ce qu'on découvre un nouveau médicament? Est-ce que ça prend du temps? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, la découverte d'un médicament, c'est pas Eureka. Ça ne se trouve pas comme ça d'un seul coup. D'abord, la recherche thérapeutique, elle est fortement ancrée dans
la recherche qu'on appelle fondamentale, celle qui consiste et qui est réalisée ici à l'Institut Pasteur de Lille et pas uniquement dans d'autres laboratoires et d'autres instituts également, qui consiste à étudier les mécanismes de la vie à l'échelle de la molécule, à l'échelle de la cellule, à l'échelle d'un organe, d'un organisme entier. Les biologistes n'ont de cesse que de décrypter les mécanismes qui font qu'une cellule se développe normalement, qu'un organisme n'est pas malade, et à quel moment et quel dérèglement de ces mécanismes conduisent à une maladie. Et quand on a identifié des causes de ces maladies, et là dans l'identification des causes de la maladie, la génétique, le bond énorme de capacité génétique de la dernière décade a vraiment été un accélérateur pour trouver ces causes. Une fois qu'on a une cause, on peut commencer à se dire, on peut chercher un médicament pour réparer ou corriger cette cause de la maladie. Et une fois donc qu'on a cet objectif, eh bien là, des scientifiques vont essayer de mieux observer les molécules qui sont à l'origine de la maladie, et faire concevoir des principes actifs qui vont interagir avec ces molécules, rétablir leur fonction ou les diminuer, ça va dépendra des circonstances. Et une fois qu'on aura identifié cette molécule, elle sera optimisée pour être non seulement efficace sur le mode d'action qu'on a choisi, mais également ne devra pas atteindre d'autres mécanismes qui seraient à même là de créer des effets secondaires. Donc il y a beaucoup d'étapes d'optimisation en général pour aller d'une touche initiale jusqu'à un candidat médicament. On va faire entre 500 et 2000 essais, 2000 synthèses de molécules, 2000 conceptions qui vont être testées dans des modèles de la maladie. Et donc pour aider à la création de ces molécules, il faut, et ce qui est essentiel, c'est d'avoir les meilleurs modèles des maladies. Le meilleur modèle de la maladie, c'est le malade lui-même, c'est l'essai clinique. On ne peut pas tester toutes nos molécules expérimentales chez l'homme, ce n'est pas possible, ce ne serait pas éthique, puisqu'elles ne sont pas optimisées, elles seraient certainement dangereuses. Donc on est obligé de travailler sur des modèles, et c'est vraiment entre guillemets, la malédiction de la découverte de médicaments, c'est qu'on est obligé de travailler sur des modèles qui tentent de ressembler à un être humain malade. Donc ça peut être, et un modèle pour être bon, il doit avoir 3 niveaux de validité. Tout d'abord la validité faciale, c'est-à-dire est-ce que quand je regarde le modèle, ça ressemble à un être humain. Alors là, pour la validité faciale, on a envie de tester chez un mammifère, on a envie de tester chez une souris ou un rat, parce qu'un rat c'est un mammifère, il y a 2 poumons, un cœur, une rate, un intestin, etc. C'est très très semblable, le plan de tous les mammifères sont très proches. Donc quand on teste un médicament sur une souris, on a cette validité faciale. Ensuite, on doit avoir la validité de construction. C'est-à-dire que le modèle il doit se comporter de la même manière que la maladie chez l'homme. Les mécanismes doivent être les mêmes. Alors là, quelquefois, on a des différences. Même si une souris, entre guillemets, l'anatomie d'une souris, ça ressemble à l'anatomie d'un être humain, quelquefois, les mécanismes des maladies ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans les maladies métaboliques, une souris, ça n'a pas du tout le même régime alimentaire qu'un être humain. Qu'est-ce qu'une maladie métabolique, par exemple ? Une maladie métabolique, c'est par exemple le diabète, l'obésité. On va créer de l'obésité ou du diabète chez une souris avec une alimentation un peu spéciale, mais on a des grosses différences quand même d'impact de l'alimentation entre un rongeur et un être humain. Nous, on est des omnivores. Les souris, ça mange beaucoup de graines, ça mange beaucoup de... Ça n'a pas du tout la même alimentation. Donc la mécanistique n'est pas tout à fait la même. Et ensuite, on a le 3e niveau qui est la validité de prédiction. C'est-à-dire que le modèle doit marcher, enfin, les médicaments connus dans la maladie doivent marcher dans ce modèle. Là aussi, ce n'est pas toujours facile. Et donc, à l'Institut Pasteur de Lille, on travaille sur ces modèles. Et ce que l'on fait, c'est essayer vraiment de ne plus utiliser justement ces modèles qui sont facialement ressemblants, comme les rongeurs. Est-ce qu'en France ou en Europe, on est toujours obligé de tester sur les animaux pour mettre en marché un médicament avant de le faire en essai clinique sur l'homme ? Oui, parce que pour avoir le maximum de prédiction possible... Parce que ce qu'on veut, c'est être sûr que quand on va faire la première administration à l'homme, on ne va pas tuer nos patients, même à des toutes petites doses. Donc, pour être le plus sûr possible, on doit tester chez un rongeur et un non-rongeur, donc deux espèces de mammifères, la toxicité potentielle de notre produit. Et on se dit que si c'est pas toxique dans 2 espèces qui ressemblent à l'être humain, on peut raisonnablement essayer, tenter d'aller chez l'homme.
Alors, même si à l'Institut Pasteur, j'ai visité tes labos, je sais que tout est fait pour réduire au maximum justement l'utilisation des animaux dans la création de médicaments. Mais est-ce qu'on pourrait, dans l'innovation thérapeutique, espérer qu'on se passe un jour des animaux pour créer des médicaments ? Déjà, on peut le viser, on peut essayer de s'en passer. Mais restons quand même humbles. On est loin de comprendre comment un organisme fonctionne. Un organisme de souris. Imaginez que dans les mammifères auxquels on appartient, il y a des animaux qui pèsent 1,5 g. C'est le plus petit mammifère, une musaraigne, 1,5 g. Et le plus grand des mammifères, c'est la baleine, 40 tonnes. C'est le même plan, c'est la même distance génétique par rapport à nous. Okay. Et pourtant, on est incapable d'expliquer pourquoi, avec des codes génétiques si proches, d'un côté on a une musaraigne, de l'autre côté une baleine, et au milieu on a un être humain. Et avec des susceptibilités à des maladies qui sont complètement différentes. Une baleine, ça peut rester en apnée pendant des dizaines de minutes. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut tester encore dans des modèles animaux, parce qu'on ne comprend pas comment ça marche. Si on essaye par exemple de reconstituer des organes. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'on fait beaucoup à l'Institut Pasteur de Lille. Reconstituer des organes humains à partir de cellules humaines qui sont cultivées. Donc, ils ne font pas du tout appel à des animaux. Okay. On peut reconstituer quelque chose qui ressemble à un cerveau, quelque chose qui ressemble à un intestin, qui ressemble à un foie. Mais c'est encore très loin d'être vraiment pertinent pour tester des molécules. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on arrive... moi, je rêve qu'on se passe des animaux demain pour la création de médicaments. Qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver justement à cette grande innovation qui nous permettrait d'y arriver ? Eh bien, on ne pourra pas y arriver tant qu'on n'aura pas compris comment fonctionne notre organisme complètement pour être capable de le reproduire dans des modèles qui ne sont pas animaux. D'accord, donc encore beaucoup de recherches. Encore beaucoup de recherches. Et alors peut-être qu'un jour, on prendra plus de risques pour faire le premier pas chez l'homme. On n'a pas testé chez les animaux. Et il faut prendre est-ce plus qu'on de veut risques prendre plus de risques à la fin tester, ouais. Je ne sais pas si on est prêt à assumer ce risque. Oui. Justement, on parle d'innovation. Est-ce que tu as d'autres types d'innovation thérapeutique à nous partager ? Oui, on parle d'innovation. Et en fait, d'abord, le terme d'innovation, moi, je ne l'aime pas trop. Je trouve que scientifiquement et humainement, ce n'est pas un bon terme. On devrait plutôt parler de progrès. Parce que faire quelque chose de nouveau ou d'innovant pour soi, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc je préférerais parler du progrès en disant qu'on vise un objectif qui est louable et qu'on va chercher des choses pour l'atteindre. Donc, bon, ceci étant dit, on parle quand même beaucoup d'innovation. Le médicament, il peut résulter, un nouveau médicament, un médicament innovant peut résulter d'une innovation sur 3 plans. Le premier, c'est ce dont je parlais au début, l'innovation de mode d'action. On va créer un médicament qui n'agit pas de la même manière que les autres. Et donc, on peut imaginer que s'il y a des patients qui sont réfractaires au traitement actuel, si on attaque la maladie avec un autre mode d'action, on pourrait traiter ces patients qui sont réfractaires. Ça, c'est une chose. Pour les bactéries, eh bien, choisir un nouveau mode d'action, c'est échapper à la résistance, par exemple. Donc ça, c'est très important. Et cette innovation de mode d'action, elle est basée vraiment sur notre compréhension des mécanismes des maladies. Ensuite, on a l'innovation qu'on appelle de modalité. C'est-à-dire comment on va atteindre notre objectif, quel genre de produit on va utiliser pour atteindre ce mode d'action. Donc ça peut être, par exemple, une petite molécule de synthèse, ça peut être un produit naturel, ça peut être une cellule, ça peut être un vaccin, ça peut être un ARN, ça peut être plein de choses. Donc les modalités sont variées et il y a aussi de l'innovation en termes de modalités. Par exemple, dans les vaccins ARN, la première, ça a été une innovation de modalité très importante pour juguler l'épidémie de Covid-19. Si on n'avait pas eu les vaccins ARN, le développement aurait été beaucoup plus long et on aurait été largement en retard. Donc innovation de modalité. Et la troisième, c'est l'innovation de formulation, c'est-à-dire comment est présenté le médicament. Ça peut être, encore une fois, ça va jouer sur la manière dont le médicament va être administré, facilement ou pas facilement, avec une seringue ou par la bouche ou à travers la peau, etc. Donc 3 niveaux d'innovation. Celui qui est le plus ancré dans la recherche biologique, c'est l'innovation de mode d'action. Mais justement, tu parlais de vaccins. Tu fais également donc création de médicaments, création de vaccins. Peut-être que c'est la même chose.
Alors les vaccins font partie de la définition du médicament, puisqu'un vaccin, ça crée une réponse immunitaire, donc ça répond à la définition légale du médicament. Mais pourtant, c'est de la prévention. C'est de la prévention, mais c'est une prévention qui intervient, qui nous injecte quand même quelque chose dans le corps. Oui, d'accord. Donc c'est un médicament, ça doit répondre à toutes les règles du médicament en termes d'innocuité et d'efficacité. Donc essais cliniques et voilà. Ok, et puisqu'on parle d'innovation, forcément un sujet dont on entend de plus en plus parler, la place de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça a sa place dans la création de médicaments ? Est-ce que ça vous fait gagner du temps ? Est-ce que ça vous fait gagner en efficacité ? Est-ce que c'est utilisé dans tes laboratoires, par exemple ? Alors l'intelligence artificielle, elle est, on va dire, opérante dès qu'elle peut avoir accès à un très grand nombre de données. ChatGPT, ça a été, on va dire, éduqué sur l'ensemble des textes écrits de l'humanité qui sont sur Internet, donc des milliards de pages. Et c'est comme ça qu'on peut deviner qu'après tel mot, il y a généralement tel mot, ou après telle suite de mots, il y a tel mot. On génère beaucoup de données dans nos laboratoires, et en effet, un de nos objectifs, c'est avec des données qui sont quand même beaucoup moins abondantes que les textes sur Internet ou que les photos sur Internet, de quand même réussir à utiliser ces réseaux de neurones, toutes ces technologies de l'intelligence artificielle. Donc on travaille beaucoup sur le développement de l'intelligence artificielle avec des données moins nombreuses que celles qui sont disponibles sur Internet. Néanmoins, on fait beaucoup d'images. Vous savez, en biologie, on a des microscopes, on photographie des cellules en long, en large, en travers, par-dessus, par-dessous. Donc on a beaucoup d'images de cellules ou d'organes. Et là, les logiciels qui ont été développés pour reconnaître ces petits-enfants dans l'iPhone, ou voilà, tous les logiciels d'intelligence artificielle basés sur les images, on utilise les techniques qui sont utilisées sur Internet sur nos images scientifiques. Et là, pour l'analyse d'images, l'intelligence artificielle nous aide énormément. Donc, il y aura toujours des yeux sur l'oculaire d'un microscope pour regarder ce qu'il y a sous l'objectif. Mais dans de nombreux cas, et on s'intéresse à un projet actuellement où le microscope va fonctionner sans que l'être humain ne voie les images. Ce sera une intelligence artificielle qui va voir toutes les images, qui va les analyser, qui va les catégoriser pour nous, et qui va reconnaître facilement une cellule malade d'une cellule qui n'est pas malade, une cellule qui a tel défaut, une cellule qui n'a pas tel défaut. Et donc ça permet évidemment d'automatiser, d'accélérer les recherches. D'accord. Mais la conception d'une molécule, par contre, par intelligence artificielle, va rester un objectif encore très difficile à atteindre avec les technologies actuelles. Pourquoi ? Parce que on ne comprend pas l'être humain. Il n'est pas complètement décrit. Il n'y a pas des milliards de pages disant voilà comment fonctionne votre organisme et donc voilà comment vous pouvez soigner. Non, les données initiales ne sont pas disponibles pour concevoir une molécule. Alors il y a beaucoup, vous verrez peut-être sur Internet, beaucoup de sociétés à cheval entre la biotech et les technologies de l'information qui revendiquent d'utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des médicaments, mais quand on regarde leur pipeline, quand on regarde leur production, on se rend compte qu'en fait, ils tentent d'utiliser, mais aucun des médicaments qu'ils sont en train de développer n'a réellement été trouvé avec l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu décevant. C'est un peu décevant, et ils ont acheté juste des molécules, et ensuite, ils utilisent des outils informatiques, mais qui ne sont pas vraiment l'intelligence artificielle. Oui, c'est plus des outils qui existent ou qui performent de mieux en mieux, qui sont améliorés au fil du temps. Mais justement, puisqu'on parle de temps, combien de temps ça prend pour créer un médicament ? Est-ce qu'on parle en dizaines d'années ? Est-ce qu'on parle en vingtaine d'années ? On parle facilement en dizaines d'années. Pour aller, alors il y a plusieurs grandes étapes dans ce processus qui va de l'idée, en disant voilà, j'ai un mécanisme à viser pour trouver un médicament, donc de ce mécanisme identifié jusqu'à la première étape qui est ce qu'on appelle le candidat médicament. Un candidat médicament, c'est une molécule qui aura été largement optimisée, qui aura fait preuve de son innocuité et de son efficacité dans des modèles cellulaires et on l'espère aussi dans un modèle animal, puisque actuellement on ne peut toujours pas les remplacer. Donc ça doit soigner une souris à un moment sans la tuer, ou un rat. Et à partir de ce moment-là, ce candidat médicament, c'est l'étape à laquelle on peut arriver quand on est dans un laboratoire académique, même si c'est très long. Et ça peut prendre 10 ans. D'accord. Dans le cas de l'alpibectire qui a été découvert ici avec la société Bioversis, ça a pris plutôt 15 ans.
À partir du moment où on a un candidat médicament avec l'ensemble des données qu'on a accumulées dans nos laboratoires, on peut susciter l'intérêt d'une entreprise pharmaceutique ou d'une société de biotechnologie qui, elle, va avoir les moyens financiers pour faire toutes les étapes de ce qu'on appelle le développement préclinique et clinique. Développement préclinique, c'est de refaire toute une série d'expériences dans des conditions extrêmement contrôlées, extrêmement fiables, pour juger de l'innocuité de la molécule et des doses maximum qu'on peut utiliser. Ça coûte très très cher parce que les expériences sont faites de nombreuses reprises dans des laboratoires qui sont entièrement contrôlés. Le risque d'erreur est quasiment zéro. Donc on ne peut pas se tromper en fait. On n'a pas le droit de se tromper dans ces laboratoires-là. Le coût opératoire de la science dans ces laboratoires, on ne peut pas se tromper, est très élevé. Ça coûte plusieurs millions d'euros d'assurer, de pouvoir faire ces études, de créer un dossier qui va nous permettre de demander aux autorités de faire un essai clinique. C'est logique, c'est ce que je vous disais, on ne prend pas de risque. Et ensuite, alors si l'essai clinique va être un essai clinique de plusieurs mois, la sécurité doit être évaluée pendant une grande durée chez ces animaux. Si c'est un essai clinique court, on peut faire des essais plus courts. Donc c'est très onéreux. Et ensuite, une fois qu'on aura l'autorisation de faire les essais cliniques, on va rentrer dans les essais cliniques. Et ça, c'est encore plus onéreux. Ça va dépendre des pathologies, mais il y a des maladies pour lesquelles on est obligé de tester sur 1000 patients, 2000 patients, 10 000 patients. Avant de pouvoir dire le produit marche. Parce que le but de ces essais cliniques, c'est en phase 1 de dire quelle est ma dose tolérée, parce que je suis sur un volontaire sain, donc je vais prendre des toutes petites doses et je vais monter progressivement. Puis je vais voir quand apparaissent les premiers effets secondaires ou indésirables. Une fois que j'aurai fait ça, je connaîtrai ma dose. Je peux aller faire des essais de phase 2 où la question qui est posée, c'est est-ce que le produit marche ? Et donc là, il y a un bras de patients qui vont avoir un placebo, donc un médicament qui ressemble au médicament expérimental, mais dans lequel il n'y a pas de principe actif. Et les autres vont recevoir un médicament avec le principe actif. Indiscernable, c'est ce qu'on appelle le double aveugle, pour qu'il n'y ait pas de biais. Une fois qu'on aura dit le médicament fonctionne, donc il est mieux que le placebo, c'est ça qui va être cherché, significativement mieux que le placebo. Ensuite, on va avoir les essais de phase 3, où là, on va dire, est-ce que mon médicament marche mieux que les médicaments existants ? Et donc là, au départ, pour démontrer un effet en phase 2, donc par rapport à un placebo, le placebo, il est là, le produit, on l'attend ici, une grande différence. Ça va être facile à mettre en évidence. Mais si on est maintenant en phase 3, on a un produit qui marche déjà, et notre produit, il faut qu'il soit là. Donc la différence, ça va être plus faible. Pour mettre en évidence cette différence plus faible d'activité, il faut des effectifs, il faut un nombre de patients bien plus important. Et c'est pour ça que ça coûte encore plus cher. Les essais de phase 3 à 10 000 patients, ça existe. Comment je fais pour savoir si j'ai une maladie et que j'ai envie de faire partie des essais cliniques ? Comment est-ce que je peux le savoir ? Alors, il y a des sites Internet qui répertorient tous les essais cliniques réalisés actuellement sur la planète, avec donc le statut de l'essai, est-ce qu'il recrute des patients, est-ce qu'il a fini de recruter. Donc ça, c'est une chose. Et tous les essais cliniques doivent s'enregistrer sur ce site. C'est un site américain. Et puis, il faut savoir que l'expérimentation clinique, elle se fait généralement avec des investigateurs, donc des médecins, qui sont à l'hôpital. C'est logique parce que, en tout cas, dans les phases 2 et les phases 1, c'est mieux que le patient soit à l'hôpital, parce que si on a un problème qu'on n'a pas anticipé, il vaut mieux être près du service de réanimation. Voilà, il faut être près d'un système vraiment médicalisé. Ce que tu dis, ça donne plus envie de faire partie des... Non, c'est juste d'assurer une certaine sécurité. Oui. Il vaut mieux assurer cette sécurité à l'hôpital. Donc les investigateurs, c'est aussi en général ce qu'on appelle des key opinion leaders, des gens qui connaissent très bien la maladie, à même de juger. En général, ils sont à l'hôpital. Ce ne sont pas des médecins généralistes, ce sont généralement des spécialistes. Oui. Et à partir de combien de personnes en essai clinique on peut se dire ok, ça peut faire partie d'une cohorte ? Est-ce que ça dépend du médicament ? Est-ce qu'il y a des règles ? Bien sûr, il y a des règles qui sont des règles scientifiques, puisqu'un essai clinique, c'est une expérience scientifique. Ça va dépendre justement de cet écart qu'on veut mesurer et de la variabilité. Si c'est très stable, et si c'est un grand écart, on va avoir besoin de peu de patients pour dire voilà, c'est différent, le placebo et le produit. Si maintenant on a une grosse variabilité dans le placebo et dans le médicament actif, ou qu'on espère actif, il va falloir beaucoup plus de patients. Donc c'est les statistiques qui nous permettent de déterminer le nombre de patients. Et d'ailleurs, on ne peut pas commencer un essai clinique si on n'a pas fait toutes les statistiques
pour justifier du fait d'inclure 400 patients, 800 patients, 1000 patients, 10 000 patients. Parce que de toute façon, le comité d'éthique, l'agence qui régule les autorisations d'essais cliniques, vont veiller à ce que, vous ayez toujours le juste nombre de patients. Pas trop peu, parce que si vous avez trop peu de patients, à la fin, ce n'est pas significatif. Et vous avez mis à risque des patients dans une expérience qui ne va pas donner de résultats. On le sait déjà. Donc trop peu de patients, ce n'est pas bon. Trop de patients, ce n'est pas bon non plus. Pourquoi utiliser plus de patients que nécessaire? Donc les statistiques sont vraiment très importantes pour déterminer ce nombre le plus juste et avoir l'utilisation, entre guillemets, de patients la mieux calculée. Puisqu'on parle de placebo, j'aimerais bien avoir ton avis sur les placebos, puisqu'il y a quand même des fois... Enfin, moi, je vois passer des articles qui disent que des fois, les placebos sont efficaces. Quel est, toi, ton avis? C'est pas vraiment un avis, c'est ce qu'on sait. L'effet placebo, il existe. Et il varie beaucoup selon les maladies que l'on va étudier. Notamment dans les maladies mentales, l'effet placebo est très important. Le fait, par exemple, dans un essai clinique qui viserait à identifier ou à caractériser un médicament antidépresseur, le fait d'inclure les patients dans l'essai, même s'ils reçoivent le placebo, leur score de dépression diminue très fortement. Parce que Donc ils sont soignés par la prise en charge, ils sont soignés par l'égard qu'on leur donne, et le fait de recevoir le médicament va déjà significativement modifier et améliorer leur état dépressif. Donc, pour que le médicament se différencie du placebo, il faut qu'il soit vraiment, vraiment très efficace. Oui. Mais dans le cas, par exemple, des médicaments de dernière génération, les antidépresseurs inhibiteurs de recapture de sérotonine ou de dopamine, ces molécules, elles sont très différentes du placebo. Elles agissent beaucoup mieux que le placebo. Mais le placebo agit déjà pas mal. D'accord. Dans le cancer, l'effet placebo, il est quand même beaucoup moins marqué. Donc, malheureusement, voilà. Donc, il ne faut pas nier que pour prendre en charge une maladie, il y a tout un ensemble de choses autour du médicament qu'il ne faut pas négliger parce que ça a une activité. Et justement, si on revient là plus particulièrement au Drug Discovery Center, ici à l'Institut Pasteur de Lille, combien de personnes travaillent dans ton labo? Est-ce que c'est tous des chercheurs? Est-ce qu'il y a des parties administratives? Est-ce que ça fonctionne comme un service classique? Comment... La science, les découvertes scientifiques, elles se font souvent à l'interface des différentes disciplines. La physique, la chimie, la biologie, les mathématiques. C'est quand ces disciplines tentent de se comprendre, qu'elles se frictionnent, qu'elles adoptent le vocabulaire des unes des autres, qu'on a des innovations. Et la découverte de médicaments, elle est essentiellement dépendante de cette interaction entre la chimie, parce que notre corps humain, c'est de la chimie. Enfin, c'est de la physique d'abord. Ensuite, c'est de la chimie. On est fait de molécules, petites, grandes, qui restent toute la vie. Les molécules du cristallin, par exemple, dans votre œil, ces molécules qui ont été synthétisées dans la vie utérine et qui vont rester toute votre vie. Elles ne sont pas changées. Alors que la plupart de toutes les autres molécules, même vos os, dans votre vie, ils ont changé, ils ont s'est régénérés totalement. Donc il y a des dynamiques très différentes. Oui, c'est très, très rare que des protéines restent dans l'organisme comme ça pendant toute la vie. Donc on fait de chimie, on est fait de biologistes. Et donc dans le laboratoire, on est une 50aine de personnes. D'accord. Alors tous ne sont pas en CDI. Dans le laboratoire, il y a 20 personnes qui sont statutaires, qui sont professeurs ou ingénieurs employés à durée indéterminée. Et les autres personnes, et c'est très courant dans le domaine scientifique, sont des gens en contrat à durée déterminée. Alors ça peut aller d'un stagiaire en master qui fait ses armes en recherche, comme un très jeune chercheur ou un futur très jeune chercheur. Ensuite, on a des thésards qui font une thèse. Donc eux, déjà, ont pris la recherche à bras-le-corps. Ils ont comme but de poser des hypothèses, de poser des questions et de répondre dans un champ qui est limité, qui est un champ dans lequel on peut répondre à la question en 3 ans ou 4 ans. Ensuite, on a des post-doctorants. Donc, en fait, la recherche, c'est un petit peu comme
le Tour de France de 2 enfants. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, où pour apprendre un métier, on doit passer chez différents maîtres. L'apprenti, et finalement en recherche c'est pareil, on doit passer dans différents labos. Et après avoir fait 1 ou 2 stages post-doctoraux, on peut devenir un chercheur à temps plein sur un CDI, par exemple au CNRS, à l'INSERM, à l'université ou à l'Institut Pasteur de Lille. D'accord. Et, alors, du coup, et donc on a toutes ces catégories, du jeune chercheur jusqu'à un chercheur confirmé. Généralement, le rôle d'investigateur principal, chef de projet, il est dévolu à un chercheur déjà un peu senior. Typiquement, je veux dire, on est encore un jeune chercheur au moins jusqu'à 35 ans. C'est pas... un chercheur senior. Si on compte les études, docteur, post-doctorant, voilà. C'est quoi le niveau d'études d'un chercheur d'ailleurs ? Le chercheur, il a toujours une thèse. La thèse, c'est le diplôme par excellence du chercheur. Parce que c'est le diplôme qui a montré que cette personne est capable de faire des hypothèses, de bâtir un plan expérimental, de prouver ou d'infirmer l'hypothèse qu'il a posée au départ, dans une démarche scientifique rigoureuse. C'est ça la thèse. Et la thèse, c'est repousser les limites de la connaissance, basée sur cette hypothèse, sur un champ très étroit, maîtrisé par la personne. Et une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à travailler dans n'importe quel sujet, en fait. Oui. Ouais. Et justement, alors c'est pluridisciplinaire. Et on parle aussi de l'international. Est-ce qu'il y a une place à l'international? Comment vous fonctionnez au sein d'un labo? Déjà, le Drug Discovery Center à Lille, est-ce qu'il y a plusieurs Drug Discovery en France, à l'Europe, à l'international? Alors, on peut être fier à l'Institut Pasteur de Lille d'avoir un laboratoire complètement dédié à la découverte de médicaments, avec cette concentration de différentes disciplines qui travaillent dans les mêmes labos, qui travaillent vraiment la main dans la main. Ça n'existe pas partout. Oui. Il y a quelques centres en Europe. En France, je pense qu'on est le plus gros centre à Lille capable de faire ça. Même à Paris, il n'y a pas ça. La preuve en est c'est que l'Institut du cerveau à Paris ou l'Institut Pasteur à Paris, quand ils ont un projet de découverte de médicaments, ils viennent nous voir. D'accord. Donc on a cette organisation qui est vraiment spécifique. Néanmoins, on ne peut pas tout faire sur place. Tu me parles de l'international. Quand on a un projet de découverte de médicaments, on doit faire appel quasi tout le temps à des connaissances, des compétences qu'on n'a pas sur place. C'est tellement varié. Chaque nouveau projet est différent. Donc vous travaillez sur un projet alors en fait. Voilà, on travaille en mode projet et il faut aller chercher toutes les compétences qui ne sont en général pas au sein d'un même labo. D'accord. Et on peut citer par exemple un projet qui vise un nouveau mode d'action dans les maladies auto-immunes et dans le cancer, donc pour moduler le système immunitaire et plus précisément pour moduler la manière dont les cellules présentent des antigènes et se font reconnaître par notre système immunitaire. Alors attends, parce que c'est quoi une maladie auto-immune ? Alors une maladie auto-immune, c'est une maladie dans laquelle, comme la polyarthrite, comme la maladie de Crohn, dans laquelle notre système immunitaire va reconnaître de manière erronée certains de nos organes comme étant des corps étrangers et les détruire, ou en tout cas les agresser sérieusement. Donc et donner des phénomènes inflammatoires. Par exemple. Polyarthrite, maladie de Crohn, sclérose en plaques sont des maladies où le système immunitaire, entre guillemets, n'est plus opérant normalement. Et donc au Drug Discovery à Lille, vous recherchez pour vaincre ces maladies-là ? Voilà, on va viser quelque chose qui est... Alors il y a déjà eu des révolutions récemment en immunothérapie, dans les maladies auto-immunes, il y a eu des grands bonds en avant dans les dernières années, mais il y a encore beaucoup de patients qui sont réfractaires. Et ce que l'on vise au laboratoire, c'est la manière dont les cellules se font reconnaître par les systèmes immunitaires. Donc comment une cellule du soi, tout d'un coup, présente quelque chose qui fait comprendre de manière erronée au système immunitaire qu'elle n'est pas du soi, et donc se fait attaquer. Et donc il y a deux choses, deux applications potentielles. La première, c'est les maladies auto-immunes, donc réfréner cette présentation qui fait que les cellules sont de manière erronée reconnues par le système immunitaire. Et dans une deuxième application qui est le cancer. Parce que là, dans le cancer, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que la tumeur dise au système immunitaire « je ne suis pas toi, tue-moi ». Et ça, c'est très important. Tous les progrès immunothérapie dans le cancer sont réalisés dans cet objectif de faire vaincre la tumeur par notre propre système immunitaire. Et donc là, ce qu'on cherche, c'est au contraire à renforcer la présentation d'antigènes spécifiques de la tumeur pour aider à la vaccination antitumorale et aider également à l'immunothérapie. Et alors, si on revient à l'international, j'ai encore une question là-dessus.
Comment ça se passe, je ne sais pas, avec des chercheurs dans d'autres pays? Est-ce que dès que tu trouves quelque chose, tu le fais savoir aux autres? Comment ça se passe, la collaboration? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de secret pour une propriété intellectuelle? Comment... Alors, justement, pour reprendre ce cas de notre projet sur les maladies auto-immunes et le cancer, au laboratoire, on a commencé à étudier un mécanisme qui était peu connu et pour lequel on a commencé à trouver des molécules qui peuvent le moduler. Et donc, ayant ça en main, ma collaboratrice s'est dit, je vais aller chercher en Europe tous les spécialistes de ce domaine pour justement tester les molécules, faire des modèles de la maladie et aboutir à un candidat médicament. Et elle a dû recruter une dizaine de laboratoires en Europe. Donc en Europe, c'est en Italie, en Angleterre, en Hollande, à Chypre, en Grèce. Alors il n'y a pas d'allemand dans ce consortium. Elle est allée chercher les spécialistes de ce sujet. Elle a écrit un projet, elle l'a soumis à l'Europe. Et elle a eu un financement de l'Union européenne pour réaliser son projet, donc mettre en œuvre ce qu'elle a écrit dans son projet avec tous ses collaborateurs. Et alors, ça vient du coup pour ma prochaine question, parce que le financement de la recherche, je pense qu'on est tous un peu curieux de savoir comment, puisque c'est très long, donc j'imagine que ça coûte énormément d'argent, il y a des laboratoires, il y a de la technologie, des microscopes qui coûtent énormément d'argent, du matériel. Comment est-ce que c'est financé et comment, si j'ai bien compris, vous êtes chercheur et vous allez chercher votre argent pour financer vos projets, ou je me trompe? Alors, d'abord, on va rendre à César ce qui appartient à César. Les chercheurs, je vous ai dit, en labo, il y a 20 chercheurs qui sont en CDI. Ça veut dire que leur salaire est garanti par l'université, l'Institut Pasteur de Lille, l'INSERM. Donc ça, c'est déjà un financement non négligeable. Complètement. Un chercheur, ça coûte cher. Oui. Rien que par son salaire. Oui. Et donc ça, c'est déjà très appréciable. Donc c'est la première base. Évidemment, si on n'était pas payé, ce serait quand même beaucoup plus compliqué. C'est le minimum. Ensuite, en effet, on a des idées. On écrit des projets et on les soumet à des agences nationales, comme l'Agence nationale de la recherche, qui est le guichet quasi unique maintenant pour toute la recherche en France, qui analyse des projets. En fait, ce n'est pas l'ANR qui les analyse, d'ailleurs, elle les collecte. Elle les présente à des spécialistes en France ou à l'étranger, qui vont juger de la pertinence de la question qui est posée, de la méthodologie qui a été choisie pour répondre à la question, etc., etc. Et à la fin, si tous les critères sont bons, on aura le financement. Et ça se fait à l'Europe. Ça se fait en France, ça se fait il y a aussi des fondations, la Fondation pour la recherche médicale, par exemple, finance des projets avec le même mécanisme d'évaluation d'un projet de recherche qui a été rédigé par l'investigateur principal. Et alors c'est très très compétitif. Par exemple, si on va chercher des fonds à l'Europe, il y a 95% de chances de ne pas être financé. Il n'y a que les 5 ou 3% des meilleurs projets qui ont les meilleures notes sur tous les critères qui ont le financement. Donc c'est vite décourageant. Et pour être très crédible dans ce type d'appel à projet, il est assez important d'avoir des résultats préliminaires. Ce n'est pas simplement une idée fumeuse, on a une idée géniale, elle est peut-être géniale, mais si on n'a pas du tout d'arguments pour dire qu'elle est vraiment géniale, on risque de ne pas être financé. Mais alors c'est quoi du coup des recherches préliminaires? Ça veut dire que vous cherchez avant... Des recherches préliminaires, c'est des recherches qu'on peut entamer avant d'avoir ces gros financements. D'accord. Et là, on peut dire qu'on a de la chance à l'Institut Pasteur de Lille, c'est justement d'avoir accès à des financements qui ne sont pas soumis à des appels à projets extrêmement sélectifs. Mais c'est quoi par exemple ces financements? Ces financements, c'est les financements qui peuvent provenir des donateurs. D'accord. La générosité. La générosité du public permet de disposer de sommes qui sont beaucoup plus modestes que les sommes qu'on demande à l'Europe ou à la France. Mais qui permettent de faire les premières expériences et de débloquer la situation, de dire oui, mon idée était bonne. Et donc j'ai un résultat préliminaire que je peux mettre dans mon dossier, ce qui va renforcer les chances de succès. Donc ça, c'est absolument essentiel en fait de pouvoir faire des recherches préliminaires pour pouvoir avoir un bon dossier, pour pouvoir obtenir des financements et donc pouvoir avancer plus vite et mieux sur de la création, de la recherche de médicaments. Voilà. Et en fait, ce qu'on observe là, c'est ce que des gens on décrit sous forme de conversion des capitaux. Alors c'est quelque chose d'assez intéressant où finalement
on voit que les chercheurs, quand ils sont bons, ils ont de bonnes idées. S'ils sont bons, ils ont des prix. Et donc, il y a un capital de prestige qui est important. Et ce capital de prestige, je pense qu'il est important pour les donateurs. Ils se disent, je vais donner à des gens qui ont eu des prix, des gens qui ont été couronnés de succès, parce que j'ai envie que mon argent serve à quelque chose. Et donc, s'il faut donner envie ici de donner, voilà. Est-ce que toi, tu as des prix? Là, ma modestie va m'empêcher de répondre. Mais... On est un peu trop humble à Lille, hein, donc il faut y aller, je pense. Oui, en fait, à Lille, on a quand même beaucoup de succès en matière de découverte de médicaments. Je vais juste faire une petite parenthèse sur mon petit topo sur la conversion des capitaux, mais c'est quelque chose qui est unique dans la région des Hauts-de-France et en particulier à Lille. Dans les dernières 15 années, les équipes académiques ont découvert 3 molécules qui ont atteint des phases cliniques avancées, qui sont encore en cours, qui ne sont pas abandonnées, ou qui ont déjà atteint le marché. Les éprogyntes, pour traiter des maladies comme les maladies neurodégénératives, l'alpibectire pour traiter la tuberculose, et l'élafibranor pour traiter des maladies très graves du foie. Et cette dernière molécule est sur le marché. Ce sont des molécules qui sont issues des laboratoires de l'Institut Pasteur de Lille et de l'Université de Lille. Donc les candidats médicaments, 3 fois, ont été identifiés dans des laboratoires académiques lillois. Vous pouvez faire un peu de benchmarking, comme on dit, dans les différentes régions de France, vous ne trouverez pas de région aussi productive. Alors on peut dire qu'un candidat médicament, c'est un coup de chance. 2, c'est peut-être une opportunité qui s'est présentée. 3, c'est sûr que c'est structurel. Ça veut dire qu'on s'est bien organisé et qu'on a les bonnes personnes à Lille. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à ce que la découverte de médicaments soit compris comme un élément structurant et très important à l'université. Et sur la base de ce qui est fait ici à l'Institut Pasteur de Lille, on va créer un institut fédératif interdisciplinaire sur le médicament à l'université, qui sera un emblème de la recherche d'excellence à Lille. Et donc finalement, on est sur une recherche indépendante. Si j'écoute bien tout ce que tu dis, mais est-ce que la recherche de pharmaceutique n'est pas quand même un peu l'affaire de l'industrie? On entend beaucoup quand même de messages, de commentaires, nous-mêmes sur la communication, comme quoi la recherche de médicaments est dépendante de l'industrie. Bah oui, alors comme j'expliquais tout à l'heure, pour faire les essais cliniques, il faut des dizaines, des centaines de millions d'euros. Donc un laboratoire organique ne peut pas faire ça. Même un institut complet qui mettrait toutes ses ressources n'y arriverait pas. Une université non plus. Donc on dépend en effet d'institutions, on dépend d'entreprises qui ont des capitaux suffisants pour financer ce genre de très grandes expériences scientifiques que sont les essais cliniques. Néanmoins, l'industrie pharmaceutique, elle est née après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une industrie qui est relativement récente. Beaucoup plus récente que l'industrie automobile, par exemple. Et si vous regardez bien l'industrie automobile au début du XXe siècle, il y avait énormément de constructeurs, beaucoup de marques. Et il y a eu des fusions et acquisitions, et on se retrouve maintenant avec un marché qui est beaucoup plus concentré, avec quelques grandes entreprises. Et quand cette maturation d'un secteur industriel se produit, donc par fusion-acquisition, des entreprises de plus en plus grosses, en général, ce qu'elles font après, c'est qu'elles se fragmentent verticalement. C'est-à-dire qu'elles analysent la chaîne de valeur de l'idée jusqu'au produit, puis elles se disent « Ah, ce maillon-là ne rapporte pas beaucoup de valeur, ne rapporte pas beaucoup d'argent, donc je vais l'externaliser, je vais sous-traiter. » Typiquement, il n'y a plus un constructeur automobile qui fabrique des essuie-glaces. Le Peugeot ne fabrique pas des essuie-glaces. C'est Valeo qui fabrique des essuie-glaces pour tout le monde. Et ce phénomène dans l'industrie pharmaceutique, il s'est produit entre 1990 et 2020. Pendant 30 ans, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y avait énormément d'entreprises pharmaceutiques, des dizaines d'entreprises pharmaceutiques dans le monde, des centaines peut-être même, qui fabriquaient, qui découvraient, qui fabriquaient, qui distribuaient des médicaments. Comme tout secteur, il y a eu fusion et acquisition. L'idée, c'est d'être plus gros, donc plus fort, donc plus rentable, pour servir les intérêts des entreprises et de leurs actionnaires. Et ce faisant, même processus que dans l'industrie automobile, cette industrie s'est fragmentée verticalement. Et les managers de chez Pfizer, de chez GSK, de chez Sanofi, ils ont dit, bon, quels sont les endroits où on crée beaucoup de valeur et quels sont les endroits où on ne crée pas beaucoup de valeur. Et ils ont dit, les usines, on ne crée pas beaucoup de valeur, on externalise.
on va aller en Chine, par exemple. On a entendu parler de la souveraineté perdue de la fabrication des médicaments. Ça vient de là. Les usines ne rapportent pas assez, ne créent pas assez de valeur. Alors, est-ce que ça veut dire que si demain on ne travaille plus avec la Chine, ça peut poser un problème si on n'importe plus les médicaments qui sont fabriqués là-bas ? Il faut absolument que, ça fait partie des choses qui sont nécessaires, de réintégrer la fabrication des médicaments. Je ne parle pas de la recherche et du développement, non, de la fabrication. Il faut vraiment la réintégrer. C'est absolument essentiel, parce qu'on aura beau découvrir des médicaments, si on n'est plus capable de les fabriquer, il est possible qu'un jour, on les ait plus. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qui a été externalisée dans l'industrie pharmaceutique, et le cas est vraiment exemplaire avec Sanofi, c'est la recherche. Parce que la recherche, c'est une activité qui n'a pas vraiment de grande masse critique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément être 1000. Quand on est 1000 sur un sujet, on n'est pas plus performant que si on est 20. Ça, c'est d'expérience. D'accord. Manager des très très grosses équipes scientifiques, c'est compliqué. Les gens pensent que 100 personnes, c'est vraiment le maximum de personnes qu'on peut manager autour de un ou quelques projets. Okay. Et ça a été vu de nombreuses fois. À tel point que, par exemple, la société GSK n'a pas externalisé sa R&D, mais l'a coupée en morceaux. Ils ont fait ce qu'on appelle des Discovery Performance Units ou des Research Units. D'ailleurs, ils ont employé le même terme que dans le secteur académique. Unités de recherche. Ce sont des unités de recherche dans lesquelles il y a 20 personnes à qui on confie un projet avec un budget, des objectifs. Donc, ils sont en mode complètement indépendant les uns des autres, en compétition pour la recherche des budgets. Et ce sont des équipes donc, de 20 personnes qui sont vraiment très efficaces. Et donc, ce que l'on voit, c'est que finalement, dans l'académique, on a des tailles d'unités, si on les gère bien, qui sont probablement aussi compétentes que dans l'industrie. Et alors, Glaxo a fait ça, mais Sanofi a dit, moi, je ferme tout. Et puis, je vais aller chercher mon innovation, donc mes candidats médicaments, je ne vais pas les produire en interne, je vais aller les chercher dans le milieu académique, dans les grands instituts, je vais aller les chercher dans les sociétés de biotech, puisque en parallèle, les laboratoires de recherche qui ont été externalisés, ils n'ont pas été fermés en général. Les managers se sont dit, OK, tu fermes ton labo, Sanofi, mais moi je vais créer une boîte avec les activités de recherche et je vais faire une société de biotech. Donc il y a cette espèce de fragmentation qui s'est produite, où aujourd'hui, l'innovation, elle est vraiment symbiotique. On a des laboratoires académiques, très en amont, sur les mécanismes des maladies, l'innovation du mode d'action. On a des sociétés de biotech qui peuvent lever de l'argent pour aller du candidat médicament à peut-être la phase 2. Et ensuite, les grandes boîtes pharma qui, elles, se sont concentrées sur les étapes où la taille fait la différence. Des essais cliniques à 100 millions, si vous n'êtes pas très gros, vous ne pouvez pas. Et donc, là, il y a vraiment un intérêt à être une grosse entreprise pharmaceutique pour faire ces expériences qui sont extrêmement coûteuses. Donc maintenant, on a quelque chose qui s'organise entre le milieu académique, les biotech et la pharma. Et les endroits où il n'y a pas eu cette émergence de drug discovery, de découverte de médicaments dans le milieu académique, ils se retrouvent dépourvus d'une source d'innovation importante. C'est pour ça qu'à Lille, on se bat, on a réussi 3 fois, on veut continuer à être une source d'innovation thérapeutique pour nos partenaires industriels de petite taille. On n'a pas de grosse pharma à Lille. Il y a Bayer qui a installé pas loin d'ici, mais on n'a pas de grosse pharma. C'est pas comme l'industrie pharmaceutique dans la région parisienne ou à Lyon, on n'a pas. Mais on peut néanmoins créer ce qu'on appelle un cluster avec des sociétés de plus petite taille qui sont très importantes pour emmener les projets académiques vers les essais cliniques de grande taille. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus ? Moi, je pense notamment aux brevets. À quel moment on parle de brevets ? Est-ce que ça continue peut-être d'être une source de revenus pour un institut de recherche ? Exactement. Donc, une fois quand on a un candidat médicament, on a intérêt à déposer un brevet. Parce que sinon, notre candidat médicament, quand on va le proposer si on a fait une publication et qu'on n'a pas pris de brevet, aucun industriel va nous le prendre. Parce qu'il ne pourra pas breveter, il ne pourra pas protéger, il ne pourra pas avoir l'exclusivité absolument nécessaire pour rembourser tous les investissements des essais cliniques qu'il va faire. Et donc, en effet, nous, laboratoires académiques, en général, on prend les premiers brevets pour protéger nos inventions et les rendre, entre guillemets, bancables face aux biotech et aux industries pharmaceutiques. Ok, d'accord. Qui décide ? Alors, ce que je vous ai présenté, parce qu'il faut peut-être... Comment ça va fonctionner ? En fait, on prend un brevet. Et dans cette chaîne de collaboration entre le milieu académique, les biotech et les pharma, c'est une chaîne collaborative, ce qui fait que si le laboratoire académique ou l'institution, par exemple l'Institut Pasteur de Lille ou l'université, cède une licence sur son brevet à une start-up,
qui peut être d'ailleurs quelquefois créé même par le scientifique qui vient du laboratoire. Dans la cession de la licence, en général, il y a des termes dans le contrat qui sont pour acheter ma licence, déjà tu vas me payer un peu d'argent qui va aller directement dans l'institution. Ensuite, il y aura certainement des redevances à payer en cas d'exploitation du brevet. Et puis, quelquefois aussi, des paiements lorsque le projet, dans la chaîne aval, dans la biotech ou la pharma, atteint des jalons spécifiques qui marquent le progrès du projet. Donc, des paiements initiaux, des paiements sur jalons et des paiements par redevance lors d'exploitation. Et ça, c'est très important pour assurer un cycle de refinancement des laboratoires académiques. D'accord. Et tu disais, il y a des scientifiques qui partent avec leurs projets dans les biotech ? Il y a des scientifiques qui partent avec leurs projets dans la biotech. D'ailleurs, il y a la loi sur l'innovation. Il y a des lois qui sont faites pour justement favoriser, quand le scientifique en a l'envie, la création d'une start-up, parce que c'est probablement d'ailleurs la création d'une start-up qui est le moyen le plus facile pour que l'institution récupère un jour une manne financière. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? En général, l'institution va prendre des parts de cette société. Elle va posséder 10, 20, 30% de la société. Et un jour, cette société, elle va rentrer en bourse. Si les projets marchent bien, en général, c'est ce qui se passe, ou elle va être rachetée par une entreprise pharmaceutique. Et de ce fait-là, on ne va même pas attendre les redevances. On va avoir directement de l'argent qui va tomber sur le compte en banque du laboratoire académique. Donc il y a un moyen direct ou indirect de récompenser l'effort initial qui est fait par les institutions académiques. D'accord. Et alors, qui décide de dire il faut créer un nouveau médicament, il faut mettre un nouveau médicament au point ? Comment est-ce que ça se passe, le point de départ ? C'est comme dans n'importe quel projet qui vise une application future ou un produit, c'est le marché. Le marché, il faut qu'il y ait et le marché dans le terme de thérapeutique et de médicaments, c'est quoi ? C'est le besoin médical. De quoi les médecins ont-ils besoin pour soigner leurs patients ? Est-ce qu'il y a un besoin ? Est-ce qu'il n'y a pas de besoin ? Quand il y a un besoin, on se précipite sur la maladie et on essaye de tout la comprendre pour trouver un médicament. Alors ce besoin, il peut être... il va se caractériser de deux manières. Est-ce que la population de patients est très grande ? Par exemple, maladie cardiovasculaire, maladie auto-immune, grande population. Il peut déjà y avoir des médicaments qui existent, mais encore un besoin incrémental à réaliser. Mais comme on va le faire sur une grande population, ça peut être intéressant. Et puis après, il y a des maladies qui, malheureusement, ont très peu de patients. Je parlais tout à l'heure des maladies orphelines, des maladies génétiques, où là, il y a 0 médicament existant, mais très peu de patients. C'est aussi un besoin médical à satisfaire. Et là, il faut trouver d'autres méthodes pour que la rentabilité soit à la clé de ce genre de projet. On a quelque chose qui, d'ailleurs, est un peu similaire pour les antibiotiques, parce qu'on veut créer des antibiotiques pour anticiper l'émergence de résistance. Donc idéalement, il ne faudrait pas les utiliser, ces antibiotiques, parce que dès qu'on les utilise, on commence à entacher leur utilisabilité et leur performance, parce qu'il va apparaître des résistances. Donc comment faire pour motiver des chercheurs à chercher des antibiotiques, des industries à les développer, si c'est pour à la fin dire « Ah, on le met en réserve, on ne l'utilisera qu'en cas d'urgence », où le patient sera infecté par une bactérie qui est résistante à tout. On ne le prendra pas en première intention. Ça veut dire marché quasiment nul. Mais une urgence vitale pour le patient. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour motiver ? Il y a des mécanismes actuellement. On travaille avec des gens qui font du lobbying auprès de l'Europe pour récompenser mieux les entreprises qui se lancent dans le développement de médicaments comme les antibiotiques qui ont une rentabilité très très faible. Et c'est important pour nous, chercheurs, que ces entreprises fassent du lobbying pour que le business soit rentable au final. Par exemple, une des choses qui va être faite, c'est que quand vous développez un médicament antibiotique, les pays européens vont vous donner une exclusivité sur les résultats des essais cliniques. C'est-à-dire que personne ne pourra réutiliser vos données pour développer un jour un générique. Donc ça va retarder l'arrivée des génériques. Et cette exclusivité sur les datas que vous avez produites, vous pourrez la transférer à quelqu'un. Ce sera comme un bon porteur. Et vous allez transférer un droit d'exclusivité de plusieurs années, de 3 ans, à un laboratoire qui, lui, va développer un médicament qui a un énorme marché. Donc, ce bon que vous pouvez transférer à
un laboratoire qui a un énorme marché, il a une énorme valeur. Parce que si on retarde de 3 ans la perte d'exclusivité d'un médicament qui fait 2 ou 3 ou 4 ou 10 milliards de chiffre d'affaires par an, eh ben c'est autant gagné par le laboratoire. Et donc c'est une façon d'exercer une solidarité entre les maladies qui ont beaucoup de patients et les maladies pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de patients, les antibiotiques, les maladies rares. Et est-ce que, justement, tu parlais de générique, quelle est la différence entre un médicament classique et un générique? Souvent, je suis à la pharmacie, j'entends des gens qui disent « Ah non, je ne prends pas le générique ». Est-ce que c'est moins efficace? Le générique, il est extrêmement proche. Il n'est pas exactement identique. C'est le même principe actif. Alors là, à 100%, c'est le même principe actif. Ce qui peut changer, c'est le comprimé dans lequel on l'a mis. Il peut avoir une couleur différente, il peut avoir un excipient légèrement différent. Mais s'il est légèrement différent, le laboratoire génériqueur doit faire des essais cliniques qu'on appelle de bioéquivalence. C'est-à-dire qu'on va donner à des patients le médicament Princeps, on va donner à d'autres patients le médicament nouveau, le générique, et on va regarder si dans le sang, on a les mêmes concentrations, les mêmes cinétiques, la même exposition. Donc ça, c'est obligatoire. Ce qui est très différent entre un générique et un médicament Princeps, c'est qu'il n'est pas fabriqué généralement par les mêmes usines, mais avec les mêmes standards de qualité, c'est obligatoire. Ce sont des laboratoires pharmaceutiques tous les deux. Et si on paye un médicament, je ne sais pas, 10 000 € par an, un médicament très innovant, 1 000 € par mois, c'est parce qu'on paye la recherche. Parce qu'un médicament obtenu par voie de synthèse, par voie de chimie, ça coûte quasi rien. Donc, industriellement, ce qui coûte, c'est ces centaines de millions d'euros qui ont été mis dans tous les essais cliniques qui vous prouvent que le médicament est efficace et sûr. C'est ça qu'on paye. On paye la sécurité, on paye la preuve d'efficacité dans les essais cliniques. C'est ça qu'on paye quand on paye 10 000 € par mois. Et il y a un exemple que je voudrais citer, qui est celui d'une molécule qui a été développée par la société Gilead aux États-Unis. Ce médicament, c'est le lenacapavir. Alors, il se finit par vir, donc c'est un antiviral. C'est un antiviral qui fonctionne sur le VIH. Et il a un nouveau mode d'action. Il empêche les particules en formation, les particules virales en formation, de se réassembler pour former un virus complet. Et donc, on empêche complètement le cycle viral. Et c'est vraiment... le médicament, il se met entre les différentes briques de la capside et elle ne peut plus s'assembler. Un médicament tout nouveau. Et ce médicament, il est extrêmement puissant. Il est administré par voie sous-cutanée 2 fois par an. Donc, 1 fois tous les 6 mois. Et il est très efficace dans ce mode de prise, à tel point qu'il a été testé également comme élément de prévention pour ne pas se faire infecter par le virus, même sans protection type préservatif. Il a été testé chez des populations à risque, notamment en Afrique du Sud. Et ça n'est jamais arrivé dans un essai clinique de ce type-là. Aucune femme qui a été traitée par le lenacapavir n'a été contaminée par le virus HIV. Il y avait 0 échec. C'est jamais arrivé. Ils n'avaient pas pris assez de patients, ils en ont pris déjà beaucoup, pour trouver une personne en échec. Et en fait, c'est normal parce que la patiente ou le patient, il n'oublie pas de prendre son médicament, c'est une piqûre sous-cutanée tous les 6 mois. Donc il est couvert complètement pendant 6 mois sans réfléchir à son médicament. Oui. Donc en termes de prévention, c'est absolument phénoménal. Oui. C'est disponible en Europe pour 40 000 € par an. Donc c'est très cher. Par patient ? Par patient et par an. Mais c'est extrêmement efficace. C'est probablement en passe de révolutionner l'épidémie d'HIV, parce que Gilead, dans sa responsabilité sociale, a décidé d'octroyer des licences gratuites aux laboratoires génériqueurs. Mais attention, laboratoires génériqueurs qui vont vendre uniquement dans les pays à faible revenu. Donc ça veut dire qu'avant que le brevet soit tombé dans le domaine public et que les génériqueurs puissent le récupérer pour fabriquer le médicament. Des licences ont été accordées, le brevet est en cours. Normalement, les génériqueurs ne peuvent pas utiliser l'invention. Oui. Mais là, ils vont se faire octroyer des licences gratuites. Et le lenacapavir donc, est fabriqué par des génériqueurs avec la même qualité que celui qui est produit par Gilead. Et à votre avis, à combien est-il vendu en Afrique ?
40 € par an. 40 € par an, donc 2 fois 20. C'est incroyable. C'est le coût de la production industrielle du lénacapavir. Parce que c'est un produit d'origine synthétique, parce que c'est un produit chimique, c'est extrêmement simple à faire. La production industrielle, c'est 1/1000 du prix vendu dans les pays qui peuvent payer la recherche. La preuve que c'est la recherche qui coûte le plus Voilà, cher dans la c'est création ce de qu'on paye médicaments. quand on paye mais un médicament cher, Ouais. c'est ces essais cliniques qui valent très très cher et les risques qui sont associés. Finalement, Une fois que l'invention est la connue, fabrication coûte pas. voilà. Et donc le bénéfice, vous imaginez le bénéfice pour la société, c'est absolument incroyable. Mais est-ce qu'avec ça, avec ces 40 €, ils margent quand même, ou est-ce qu'on est Oui, et en plus, parce que les génériqueurs, ils ont besoin de vivre aussi. Ils font encore 30% de marge avec les 40 €. incroyable. Donc voilà. Donc ça, c'est les miracles de la chimie, les miracles de la découverte de Ouais. médicaments. Ce qui coûte cher, c'est la recherche. Faire un médicament, ça coûte pas cher. D'ailleurs, vous voyez, vous achetez du paracétamol, combien ça coûte? Une boîte de paracétamol, une boîte de 8 comprimés de paracétamol, ça coûte 2 € maximum. Oui. Fabriqué avec toute la qualité, ça coûte moins cher que les bonbons Haribo. Et pourtant, la qualité, je peux vous dire, quelquefois, un bonbon Haribo, il est vert, un peu jaune. Tiens, c'est bizarre, il n'a pas la même couleur que d'habitude. Le produit, le paracétamol, vous êtes garanti qu'il est toujours le même. Il n'y a jamais zéro problème. Moi, j'ai donc une autre question, mais qui concerne plutôt les antibiotiques. On parle justement que l'efficacité des antibiotiques sera du coup de moins en moins importante. On parle d'antibiorésistance. Est-ce que ça peut être une nouvelle grande menace sanitaire ? J'en parlais tout à l'heure, on parlait de besoin médical. Je disais, évidemment, il faut inventer de nouveaux médicaments pour combattre la résistance. Alors, il y a pas mal d'autres méthodes pour combattre cette résistance. Déjà, faire un usage plus modéré et plus raisonné des antibiotiques. Éviter d'avoir des antibiotiques dans l'environnement en traitant nos cheptels de manière abusive. Qu'on peut comprendre un éleveur quand il y a une bactérie ou quand il n'a pas envie que tout son troupeau soit atteint et soit malade. Donc c'est logique qu'il essaye de prévenir et de guérir les maladies le plus tôt possible avec des antibiotiques, mais ces antibiotiques du coup se retrouvent dans l'environnement, exposent des bactéries de l'environnement. Dans l'environnement, ils se retrouvent parce que quand on prend un médicament, il ne s'en va pas par magie. Dans notre corps, le médicament il va être détruit par le foie, mais en petits morceaux, pas en tout petits morceaux. Il ne va pas finir en CO2 et H2O. Non, il va finir en morceaux qui pourraient encore avoir un impact dans l'environnement. Il y a des antibiotiques qui sont réexcrétés tels quels dans les matières fécales. Donc on retrouve des antibiotiques dans le lisier. On en retrouve aussi dans les eaux usées de nos habitations. On retrouve des médicaments dans les eaux usées. Et donc dans le lisier qui est répandu dans les champs pour la culture. Voilà, et donc les bactéries de l'environnement vont se retrouver face à des antibiotiques, vont développer des résistances parce qu'elles vont survivre. Et ces résistances, elles peuvent être transmises aussi de manière horizontale de bactérie à bactérie, même entre espèces de bactéries. Donc, et si on faisait un peu de prévention, du coup, il faut manger moins de viande ? Peut-être que si on avait un élevage un tout petit peu moins intensif, on pourrait en effet avoir quelque chose de plus doux et envisager un état sanitaire de nos cheptels avec un recours moindre aux antibiotiques. Une consommation plus respectueuse. Est-ce que demain on pourra créer ou peut-être que ça existe déjà, des médicaments qui sont personnalisés, vraiment spécifiquement conçus selon notre propre ADN ? Oui, ça existe déjà. Par exemple les nouveaux médicaments contre le cancer, ils sont choisis en fonction des mutations qui sont présentes dans la tumeur. Donc ce sont des médicaments qui sont vraiment choisis par rapport au patient et par rapport à sa tumeur. Sur le patient d'un autre, sur la tumeur d'un autre, le même médicament pourrait ne pas du tout fonctionner. Et donc, il ne va pas être utilisé. Donc là, c'est vraiment la médecine personnalisée. On va faire bientôt des vaccins antitumoraux, des vaccins de traitement, des vaccins curatifs, qui seront basés sur, justement, je parlais tout à l'heure des antigènes, les antigènes présentés par les cellules de la tumeur. Eh bien, on va pouvoir les utiliser comme vaccins pour forcer le système immunitaire à aller tuer les tumeurs. Ça, c'est déjà au stade expérimental. Et puis, on parlait des maladies génétiques, par exemple la mucoviscidose.
La mucoviscidose, c'est une maladie qui est liée à un défaut génétique dans un gène qui s'appelle CFTR, c'est un canal à chlorure qui ne fonctionne plus très bien et qui rend le mucus dans nos poumons, dans notre intestin, de nos glandes exocrines très, très visqueux. Et donc c'est le siège d'infections qui restent, qui ne sont pas nettoyées. Et puis c'est aussi des problèmes de stérilité masculine, de très mauvaise digestion, etc. Donc c'est une maladie extrêmement grave. En 1989, les généticiens ont identifié que c'était ce gène CFTR. Et première page du New York Times, la cause de la mucoviscidose a été identifiée. Espoir énorme pour les patients. 1989. Il a fallu attendre 2018 pour avoir le premier médicament qui traite la mucoviscidose. Parce que c'est très compliqué de trouver un médicament sur une mutation en particulier. Et il faut savoir que chez les patients atteints de la mucoviscidose, on peut retrouver juste plus de 1000 mutations différentes. C'est-à-dire qu'il y a 1000 façons pour le canal CFTR de déconner, entre guillemets. Quelquefois, il manque une brique. Delta F508, c'est une mutation très fréquente. C'est 70% des patients ont cette mutation. Il manque une brique. Donc, quand on conçoit un médicament, on va dire, je vais aller, entre guillemets, remplacer cette brique avec mon médicament. Et donc, je vais soigner ces patients qui ont la mucoviscidose et qui ont cette brique défaillante ou qui a cette brique manquante. Mais ce médicament, il ne marchera pas pour les autres patients qui ont la mucoviscidose, où le problème, c'est qu'il y a une brique de travers à côté. Ça ne va pas marcher. Donc, c'est des médicaments uniquement pour la mucoviscidose, uniquement quand ce gène est muté, et quand ce gène est muté d'une certaine façon. Donc, tout à l'heure, quand on disait qu'il y a 7000 maladies rares, c'est-à-dire 7000 gènes différents, et pour tous ces gènes, il y a quelquefois des centaines de variants qui ne vont pas être adressés thérapeutiquement de la même manière. Mais du coup, ça me fait penser, est-ce que quand il y a l'arrivée d'une nouvelle maladie, est-ce qu'en premier lieu, il y a quelque chose qui s'organise pour voir s'il n'y a pas déjà un médicament qui pourrait répondre à cette maladie ? Dans les maladies très rares, où en effet, il est très compliqué de réinventer des molécules parce que ça coûte très cher, et faire des essais cliniques coûte très cher également, on va retester les molécules de la pharmacopée. Ça s'appelle le repositionnement. On essaye d'aller regarder dans la pharmacopée. Par hasard, il n'y a pas une molécule qui pourrait avoir un effet bénéfique. Généralement, on trouve des molécules qui marchent, mais pas avec des efficacités phénoménales, parce qu'elles n'ont pas été optimisées pour traiter cette maladie. Mais dans certains cas, par exemple la maladie Elephant Man, c'est quoi ça ? La maladie Elephant Man, si vous avez vu le film Elephant Man, David Lynch, c'est une augmentation de croissance de tissus mous qui prennent des proportions phénoménales. On a quelquefois des dizaines de kilos de masse de tissus qui sont très difformes, qui ont un impact énorme sur le psychologique. Puis finalement, ils finissent aussi par écraser des organes et les patients finissent par mourir. Donc c'est une des cellules qui se multiplient lentement. Ce n'est pas un cancer. Ça se multiplie de manière non réfrénée, lente, continue, pour créer des masses énormes. Et il y a un chercheur qui a identifié la mutation à Paris, la mutation qui est responsable de cette maladie Elephant Man, et qui a vu que, je pense que c'est le laboratoire Novartis, avait tenté de développer un anticancéreux qui fonctionne sur ce mode d'action. D'accord. Et il a dit, Novartis n'est pas allé jusqu'au bout. Le médicament dans le cancer ne marchait pas bien. Et il a dit, tiens, j'ai ce mécanisme particulier dans cette maladie. Il a demandé à Novartis, il a eu beaucoup de mal. Novartis donne la molécule expérimentale. Ils ont testé chez les patients. Et les patients, ils ont été malades de la lyse de leur surcroît de cellules. Elles sont toutes mortes en même temps. Ils perdent des dizaines de kilos en quelques semaines. Et tout d'un coup, ils sont complètement normaux. C'est fou. C'est absolument incroyable. Ça, c'est du repositionnement basé sur la compréhension du mode d'action. Un anticancéreux peut être repositionné dans cette maladie parce que ces malades-là, ils ont vraiment une mutation dans cette enzyme qui galope. Il faut la freiner. Et si on la freine, eh bien, les cellules meurent. Donc même si ça peut être efficace sur quelque chose, c'est jamais perdu finalement. Non. C'est toujours utile de travailler sur les molécules. Et les gens appellent ces molécules qui ont été arrêtées par l'industrie parce que pas efficaces dans l'indication initiale, les sleeping beauties, les belles au bois dormant.
On avait les médicaments orphelins, on pourrait dire les médicaments abandonnés. Oui, des médicaments abandonnés, et que les gens disent, mais finalement, non, ce n'est pas des médicaments abandonnés, c'est des belles au bois dormant, il faut aller les réveiller en essayant de les replacer sur des maladies où on a vraiment un besoin médical. Ok, d'accord. J'ai une dernière question avant de passer aux questions du public, parce que peut-être que vous avez des questions et en profiter que Benoît puisse y répondre. On voit quand même une émergence de la médecine dite naturelle, la naturopathie, l'homéopathie, fleurs de bec, huile essentielle, avec des personnes qui disent « mais ça a marché sur moi ». Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, parce que nous, on est quand même dans un institut de recherche. J'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. La médecine dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est une médecine qui est basée sur les preuves. Ces preuves, comme je vous ai dit, elles sont très onéreuses à obtenir. C'est pour ça que les médicaments innovants coûtent cher. Il y a aussi une médecine traditionnelle. En Chine, par exemple, il y a une médecine traditionnelle très variée, très compliquée. D'ailleurs, les Chinois, ils sont en train d'étudier énormément comment fonctionne et est-ce qu'il n'y a pas des vraies actions dans cette médecine traditionnelle. Et ils recherchent les modes d'action. On va rechercher, on va faire de la science sur cette médecine traditionnelle. En France, en Europe, on a aussi une médecine traditionnelle, une médecine... Alors, il y a eu à un moment une exception au monopole des pharmaciens, qui était l'herboristerie. Ça pendant très longtemps. On pouvait être herboriste, c'est-à-dire vendre des plantes médicinales, sans être pharmacien. C'était un peu l'exception à ce système que je vous ai décrit et qui est très vertueux pour éviter le charlatanisme. Et derrière, en fait, on a collé à cette herboristerie une industrie des compléments alimentaires qui est très florissante parce qu'elle est très très rentable. Les compléments alimentaires, ça coûte rien. D'ailleurs, des compléments alimentaires, Nestlé en met dans le lait des bébés. De temps en temps, d'ailleurs, il y a des problèmes parce qu'ils sont mal fabriqués ou mal contrôlés. Mais ces compléments alimentaires, ce sont des vitamines, ce sont des minéraux qui sont normalement dans l'alimentation, qu'on peut augmenter en prenant ces compléments. Et ces compléments, ils ne suivent pas la réglementation du médicament. Et puis, on a des choses qui ressemblent à des médicaments, mais qui sont un peu dans cette zone grise entre le complément alimentaire, l'herboristerie, les plantes. Ils sont au milieu, les fleurs de bac, les huiles essentielles. Vous pouvez les acheter sur Internet. D'ailleurs, sur Internet, vous pouvez acheter n'importe quoi. Vous pouvez acheter du Viagra aussi. Mais faites attention parce qu'il ne sera pas contrôlé de la même manière que s'il sort d'une chaîne bien validée, bien patentée. Mais malheureusement, il y a des tas de personnes qui le font, qui achètent des médicaments, des choses sur Internet, qui l'administrent. Oui, donc, ils peuvent dire ça marche sur moi. D'ailleurs, moi, quand j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent. Je prenais de l'homéopathie avant mes examens. Si j'avais le nez qui coulait, je me disais, ça fera déjà ça. Peut-être l'effet placebo. Peut-être que l'effet placebo, ce sera suffisant. Et voilà. Mais c'était un petit peu comme faire une offrande à un temple. Ça relevait du même mécanisme psychologique. Parce que je suis persuadé qu'il faut prendre des médicaments qui ont prouvé leur efficacité et leur innocuité, ou en tout cas un rapport bénéfice-risque acceptable grâce à des essais cliniques. Et ces substances dites naturelles, la nature, elle n'est pas bonne, faut savoir. La médecine, la nature. Parce qu'on se dit c'est naturel, alors ça ne peut pas nous faire du mal. Non, mais la nature, elle ne cherche qu'à nous faire du mal. Parce que tous les êtres vivants sur la planète sont en compétition les uns avec les autres. Alors, il existe quelques symbioses, quelques espèces qui s'arrangent entre elles en se disant je ne fais pas mal à celle-là, et puis on s'aide. C'est très très rare, le système même symbiotique. Entre êtres humains. Entre êtres humains, voilà, l'homme est un loup pour l'homme. Non, on est en compétition. Les plantes n'ont pas envie d'être mangées par nous. Heureusement qu'on a un foie qui détruit les substances toxiques qui sont dans la salade. Il y en a des substances toxiques dans la salade. C'est dangereux de manger de la salade ? Non, c'est pas dangereux, parce que notre foie va la détruire, cette molécule toxique. La laitue, c'est un peu amer. La chicorée, c'est amer. Oui. Les principes amers, ça c'est un signe. Quand quelque chose est amer, c'est que c'est pas bon. C'est notre bouche qui commence à nous dire avale pas, c'est pas bon, tu vas avoir mal au ventre. Ah bon ? Mais notre système digestif, il a évolué pour ne pas absorber, donc ça passe même pas dans le sang. Et si ça passe dans le sang, ça passe d'abord dans le foie grâce à la veine porte, et là ça va être dégradé par le foie qui est une véritable bombe chimique pour dégrader tous les éléments qui ne sont pas bons pour nous. Donc quand on va chercher des substances naturelles, en général ce sont des systèmes qui sont agressives pour les prédateurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de substances qui sont comme ça agressives pour les prédateurs, qui ont une activité pharmacologique très intéressante, qu'on va utiliser à toute petite dose. Oui. Par exemple,
la morphine dans le pavot. La morphine, c'est fait pour assommer le consommateur. Oui. Nous, on va l'utiliser comme anesthésique. Oui. On va utiliser il y a beaucoup de molécules naturelles qui sont des molécules de défense pour les plantes. Et il y a des molécules de défense pour les plantes qui n'ont aucun effet positif chez l'homme. Oui. Toutes les substances, les huiles essentielles sont des substances de défense pour les plantes. Si vous prenez trop d'huile essentielle dans les poumons d'un nourrisson, ça peut le tuer. Ça peut vraiment être toxique. Mais c'est quand question même, de dose. Je veux dire, moi demain, je peux aller dans un magasin acheter des huiles essentielles. Je peux prendre un bouquin qui me dit comment soigner des fois des maladies graves qui sont dedans, et je dois mettre 3 gouttes de ceci, 4 gouttes de cela sur un sucre ou sur ça va. Enfin, je veux dire, ça fait penser quand même à des méthodes un peu miraculeuses. Comment ça se fait que c'est quand même aujourd'hui autorisé alors que des médicaments passent toute une panoplie d'autorisation et ça c'est quand même dangereux. Donc, c'est un peu le trou dans la raquette, mais si nos universités forment des médecins pour diagnostiquer les maladies, identifier les remèdes qui vous vont bien et des pharmaciens pour vous délivrer des choses qui sont bien contrôlées, c'est pas pour rien. Oui. Si ce livre il a été écrit par ChatGPT et qu'ensuite vous achetez des huiles essentielles qui viennent de je sais pas où, vous prenez des risques. Oui. Oui. C'est certain que vous prenez des risques. Merci. C'est hyper intéressant, mais je vais devoir arrêter moi mes questions pour laisser quand même des questions au public. Est-ce que il y a un micro qui va passer, je crois. On va rallumer, merci. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu la lumière parce que nous on est en contre-jour. Non, on peut pas. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Il y a le monsieur qui est là. Vous avez parlé de la chicorée. Alors, justement, pour éviter trop le café, je me suis mis récemment à la chicorée. Moi aussi. Je ne sais pas si j'ai eu raison. Parce qu'il y a café et café, il y a le café lyophilisé. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a de mieux pour le petit déjeuner. Donc, il y a deux choses. Le café a fait preuve de son innocuité. On ne meurt pas de surdosage en café. Ce qu'on peut, c'est possiblement dormir moins bien le soir parce que la caféine a un effet excitant. Mais c'est quand même relativement modeste. Et quant à la chicorée, c'est pareil. Son innocuité est démontrée par l'usage qui en a été fait historiquement. Donc vous ne risquez rien du tout en prenant de la chicorée. Je parlais de l'exemple de la chicorée pour vous montrer qu'il peut y avoir des substances amères dans la chicorée, mais que notre corps humain, il sait très bien ne pas les absorber ou les détruire. Merci. Donc vous ne prenez pas de risque. Merci pour votre exposé. Je voulais savoir, il y a des incompatibilités de médicaments entre eux. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est d'abord une constante et est-ce qu'il y a possibilité, quelquefois aussi, de pouvoir y remédier, s'il vous plaît? Alors, c'est de la chimie, bien sûr, je sais bien que c'est de la pharmacologie, en effet. Voilà. Oui. Donc, les incompatibilités entre médicaments, elles ont différentes origines. Le premier type d'incompatibilité, c'est qu'un médicament pourrait modifier la manière dont un deuxième médicament est absorbé ou métabolisé. Il y a des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs du métabolisme. Alors, si vous le prenez, votre métabolisme est réduit. Et si vous prenez un deuxième médicament, ce médicament ne sera plus métabolisé. Et donc, sa concentration va monter, va s'accumuler dans l'organisme et il peut devenir toxique. Ça, c'est l'incompatibilité pharmacocinétique liée au métabolisme. C'est assez fréquent parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont des inhibiteurs des mécanismes de métabolisme. Par exemple, les premiers antirétroviraux utilisés dans le traitement de HIV étaient des molécules qui inhibent le métabolisme au niveau du foie. Donc, le reste passe beaucoup plus facilement dans le sang. D'ailleurs, à tel point que cette molécule qui était utilisée pour VIH, qui s'appelle le ritonavir, a été utilisée dans le cadre du traitement contre le Covid-19. La première molécule qui a été identifiée, c'est une molécule qui était très vite détruite par le foie.
Donc l'industrie pharmaceutique a dit c'est pas grave, on va mettre du ritonavir qui va bloquer le foie et notre molécule va plus être détruite. Donc quand vous prenez du Paxlovid, cette molécule qui a été une des premières molécules qui a été commercialisée contre Covid-19, il y a un comprimé de ritonavir qui bloque votre foie et ensuite le comprimé de Paxlovid, le comprimé de l'antiviral qui est absorbé du coup. Et les autres incompatibilités sont des incompatibilités qu'on va dire pharmacodynamiques. Par exemple, un médicament agit sur une... par exemple, alors de quoi je peux parler? Par exemple, si on prenait des anti-inflammatoires qui seraient incompatibles avec des thérapeutiques pour le cardiovasculaire. Alors oui, il peut y avoir Pourquoi? Ce genre d'interaction, mais je pense par exemple à pour les maladies cardiovasculaires, il y a des thérapies qui sont des thérapies avec les dérivés nitrés, la trinitrine. Si vous prenez du Viagra, par exemple, à ce moment-là, ces deux molécules agissent sur la même voie et elles vont rentrer en synergie. Elles vont être beaucoup plus efficaces quand elles sont à deux. Et du coup, la pression artérielle, elle tombe à zéro. Donc il y a des médicaments qui sont cumulatifs, comme ça, qui sont en synergie, et puis il y a des médicaments qui sont en opposition. Donc quand vous prenez les deux en même temps, il y a plus, ni l'un ni l'autre ne fonctionne. On ne peut pas travailler là-dessus. Vous ne travaillez pas du tout là-dessus? Ah si, on travaille. En fait, quand on développe une molécule, une des choses qu'on va faire pour s'assurer de la sécurité, c'est de la sécurité en monothérapie, c'est une chose, mais c'est aussi la sécurité en polythérapie. Quand on va s'adresser à des patients qui ont déjà des médicaments, on doit vérifier que notre molécule ne va pas altérer le fonctionnement de ces médicaments-là. C'est obligatoire. On le fait tout le temps. Donc on va essayer vous avez des possibilités quelquefois. Vous avez fait des découvertes sur les interactions ou la création vous avez pu trouver une molécule qui serait capable de, je ne sais pas moi, de faire un alliage, ou pas l'alliage, ou une... Comment on appelle ça? L'association. Oui, et puis il y a une synergie. Il y a une, comment ça s'appelle cet effet chimique qui a un enzyme, enfin... Mais je vois ce que vous voulez dire. En fait, il y a même une entreprise de biotech qui a misé totalement sur cette idée, en disant, il y a 4000 médicaments dans la pharmacopée, et je vais tester pas molécule par molécule, je vais tester des paires. Donc, 4000 médicaments, ça fait 8 millions de paires. Donc, ils ont testé 8 millions de paires de médicaments connus, pour voir si quand on en met 2, plutôt que 1, on n'a pas un effet inattendu sur les cellules. Et donc l'idée, c'est de vendre des associations à dose fixe entre deux médicaments connus qui ont une activité innovante. Alors ils ont eu un peu de difficultés, ils ne s'en sortent pas trop bien, mais ils ont fait des découvertes, oui. Ils ont du mal à poursuivre leur développement clinique pour des raisons que je n'ai pas vraiment identifiées, mais l'idée que vous avez émise, elle a été mise en œuvre déjà. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur là-bas. Il y a monsieur, et après il y a vous. Est-ce que les médicaments génériques entrent en concurrence avec l'innovation? Parce que si je dois développer un médicament, mais que je sais que je vais devoir vendre le brevet ou donner le brevet à quelqu'un dans 10 ans, je n'ai peut-être pas envie d'innover. Donc est-ce que ça freine l'innovation des nouveaux médicaments? Alors oui, tout d'abord, les brevets, la législation des brevets, elle a été mise en place pour encourager l'innovation. Vous innovez, vous investissez, on va vous donner un monopole qui vous permet de au moins recouper vos dépenses, peut-être de vous enrichir un peu. Et c'est ça le principe. Et c'est, en effet, quand le génériqueur vient, ce que je vous ai dit, on regarde, il faut 3 mois pour que plus de 70% du marché soit perdu par l'originateur de la molécule. Donc, cela étant dit, je ne veux pas non plus plaindre les industries pharmaceutiques trop fort. Ils ont des stratégies pour augmenter la durée de validité de leurs brevets. Ils ont aussi, et le législateur et les autorités de santé ont aussi compris que le développement d'un médicament, c'est-à-dire quand vous inventez un tournevis et que vous avez 20 ans d'exclusivité,
Pour l'inventer, il vous prend 6 mois, et donc vous avez 11 ans et demi, 19 ans et demi d'exclusivité pour exploiter. C'est quand même pas mal. Le médicament, vous le brevetez au niveau du candidat médicament, même un petit peu avant, et ensuite vous avez tous les essais précliniques et les essais cliniques qui durent quelquefois 10, 15 ans. Et donc, vous faites encore de la recherche pendant 15 ans, et vous n'avez plus que 5 ans pour récupérer votre investissement. Et donc, ils se sont dit, on ne va pas changer la loi des brevets, mais on va vous donner des extensions administratives d'exclusivité. On va vous donner l'exclusivité de vos données cliniques. Vos données cliniques ne vont pas pouvoir être utilisées par un géniqueur pour faire un nouveau dossier. Donc pour prolonger la durée d'exclusivité. Mais en effet, peut-être que dans le cadre spécifique du médicament qui a un temps de développement aussi long, il faudrait que les brevets aient 30 ans ou 40 ans. Pour les antibiotiques, ce serait bien. À ce moment-là, on pourrait aussi exiger de la part des industriels, vu que ce qu'on paye, c'est pas, on l'a vu, c'est pas la production industrielle, c'est la recherche. Mais si l'industriel a amortissé sa recherche sur 40 ans, on pourrait aussi avoir des médicaments beaucoup moins chers. Donc il y a peut-être un intérêt à donner une exclusivité beaucoup plus longue à ces industriels pour qu'on ait accès aux médicaments à un prix plus faible parce qu'amorti sur une durée beaucoup plus longue. Mais là, moi, je ne suis pas du tout maître de... La législation des brevets, c'est une des rares législations totalement internationales. Donc pour la bouger, je regarde notre juriste, je pense que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a des autorisations qui sont non liées à la loi sur les brevets pour les industries pharmaceutiques, parce que c'est compliqué d'intervenir sur cette loi brevet. Il y a monsieur qui avait une question là. Ok, merci beaucoup pour l'explication. Je suis un ONG belge, Action d'Amiens, et on travaille sur la lèpre et la tuberculose. Donc, au premier, on est très intéressé de voir l'évolution du Apibectir. Mais mon question est un peu plus sur la recherche des nouvelles molécules, parce que si je comprends bien, on cherche aussi un peu avec la méthode de trial and error. Mm-hmm. Mais pour les bacilles qui sont un peu difficiles à gérer in vitro dans le laboratoire, comment est-ce qu'on travaille avec ça? Comment est-ce qu'on gère ça? Oui. Déjà, en effet, la Mycobacterium tuberculosis, donc la tuberculose, c'est un micro-organisme qui croît beaucoup moins vite que Escherichia coli ou que les bactéries habituelles. Donc ça ralentit en effet la recherche, parce que pour avoir une réponse sur une bactérie qui prend des semaines à se multiplier, il faut attendre longtemps. Et pour les prêts, c'est encore plus long, c'est encore plus compliqué, et ça ralentit. Et on n'a pas d'autre moyen finalement que d'étudier ces bactéries avec leur propre rythme. Donc il n'y a pas grand-chose pour accélérer ces étapes où on mesure l'activité antibactérienne. Alors pour vous donner un élément de nouveauté par rapport à l'Alpibectir, actuellement on est en train de préparer avec la société Bioversis le développement de cette molécule dans une indication tuberculeuse très particulière qui est la méningite tuberculeuse chez nourrissons. Donc là, c'est une infection des méninges par la bactérie qui habituellement est dans les poumons. Ça se passe uniquement chez les nouveau-nés, chez les enfants très jeunes. Et le pronostic vital est engagé avec un pronostic vraiment très très sombre, parce que la plupart des antituberculeux actuels ne passent pas la barrière hématoméningée, donc ne rentrent pas dans le cerveau. Nous, on a la chance avec l'Alpibectir d'avoir une molécule qui rentre dans le cerveau et donc a le potentiel de soigner cette méningite tuberculeuse chez les jeunes enfants. Donc c'est une indication qui est en cours d'investigation à côté de la tuberculose pulmonaire. Il y a monsieur qui avait une question tout à l'heure, là. Non? Oui. Oui, bonjour. Merci pour toutes ces explications. Moi, j'ai fait du projet dans l'industrie. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous faites par nature, mais le management de projet, c'est la même idée. Alors, je suis impressionné par la durée parce que gérer un projet sur 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans, c'est une chose. Pas perdre le fil sur 15 ans, ouais. Bravo. Enfin, je ne sais pas comment vous faites. Si je peux juste répondre à cette remarque, en effet, il faut garder la niaque.
parce que tout ne marche pas toujours. Oui, mais il faut un outil. Enfin, je veux dire, il faut se reposer sur une méthodologie, un outil pour ne pas Bien sûr. se perdre en route, quoi. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en effet, dans nos laboratoires, on a des systèmes de gestion des données qui sont très, très robustes. Les données ne sont jamais perdues. C'est vrai que sur des années et des années, on ne peut pas se permettre d'avoir des cahiers de labo sur des bouts de papier, etc. Donc, tout est dans des bases de données qui sont sauvegardées dans des formats qui sont réinterrogeables. On fait attention de garder des logiciels compatibles parce qu'en effet, nos données, les données, par exemple, ce projet Alpibectir, il a débuté en 2005. Et aujourd'hui, on est en phase 2 en 2025-26. Donc, 20 ans. Et actuellement, pour déposer des demandes d'essais cliniques, le laboratoire GSK, qui est un de nos partenaires, le laboratoire Bioversis, nous demande des données de laboratoire qui ont 10 ou 15 ans, mais qu'il faut rassembler pour prouver le bien fondé de nos hypothèses. Donc des données très très anciennes sont nécessaires pour réaliser les dossiers qui permettent d'obtenir de faire ce qu'on appelle la brochure investigateur, les documents qui permettent d'obtenir les autorisations d'essais cliniques. Et ensuite, au final, les autorisations de mise sur le marché. Donc gérer ces données ou aller retrouver des données très anciennes, est-ce que c'est un métier chez vous? Oui, on a une personne dans le labo qui est ce qu'on appelle un data scientist, qui ne fait que ça, gérer les données. Oui. Et puis, l'autre aspect qui m'impressionne, c'est aller chercher les budgets. Bon, dans l'industrie, on a le même problème, il faut justifier. Mais là, quand on a un filtre où seulement 5% des projets passent, ça veut aussi dire, a priori, qu'il y a aussi des gens à l'intérieur de vos structures qui ne font que ça ou qui font ça principalement. Enfin, donc, des lobbyistes, des marketeurs, je ne sais pas comment il faut les appeler. Vous pouvez venir à l'université. Vous avez les bonnes idées. En effet, il y a des gens qui sont spécialisés pour nous aider à présenter, parce que vous imaginez que quand c'est 5% de succès, tout compte. La présentation, la qualité des figures, le contenu, le contenant, tout compte. Et donc, en effet, là, par exemple, pour le projet européen dont je vous ai parlé, sur les maladies auto-immunes, on a fait appel à une entreprise spécialisée pour nous aider à rédiger le projet. Alors, ce n'est pas des lobbyistes, ça existe aussi des lobbyistes qui viennent dire aux gens qui sont en charge de la programmation des financements, dire attention, ces sujets-là sont très importants. Donc, faites des financements qui ne sont pas simplement des financements totalement ouverts, faites des financements qui sont ciblés sur certaines actions. Là, par exemple, pour le développement de l'Alpibectir, on a bénéficié d'un fonds européen qui s'appelle IMI, pour les médecines innovantes. Et GSK, qui était notre partenaire à l'époque, est un très bon lobbyiste. Les laboratoires pharma, ils sont bons. Ils sont allés à la commission et un appel à projet a été rédigé qui ressemblait fortement à notre projet. C'était écrit texto, le mode d'action qu'on avait choisi, comment développer un médicament qui a ce mode d'action. Il n'y avait que nous dans le monde qui avions un médicament avec ce mode d'action. On était les seuls à répondre et on a eu le financement. Ça, c'est un cas vraiment extraordinaire. C'est pour illustrer la force de lobby des industries pharmaceutiques. La plupart du temps, avec nos projets, on n'a pas ça. On n'a pas de lobbyistes. Mais on a des gens qui nous aident à rédiger avec le style qui est attendu par les évaluateurs. Parce que les évaluateurs, ils cochent des cases, ils cochent des dizaines de cases, ils mettent une note, puis à la fin, on fait une somme. Et si on n'est pas à 95 sur 100, on ne passe pas. Et donc, il n'y a plus rien qui doit être laissé au hasard. Alors, il y a l'aspect, mon projet, comment est-ce qu'il est présenté, est-ce que voilà, j'ai tous les arguments. Mais après, les gens qui filtrent, ou les organismes qui filtrent, qui donnent donc des priorités, ils sont eux-mêmes pilotés par, je sais pas, des politiques, parce que de quel droit, moi, je pourrais décider de ne pas bosser sur tel type de maladie et plutôt bosser sur une autre. Je veux dire, il y a la société qui est derrière aussi. Oui, justement. Donc, en effet, les politiques peuvent programmer la recherche. D'ailleurs, la recherche est de plus en plus programmée et de moins en moins totalement libre. Néanmoins, en Europe et en France, il reste des appels qu'on dit blancs. Donc, vous pouvez soumettre n'importe quelle idée avec des résultats préliminaires. Vous rédigez un dossier parfaitement bien. Vous montrez que vous êtes un scientifique qui est
adapté à la question que vous posez. Vous allez avoir les moyens intellectuels et les équipements pour répondre à la question. Et les évaluateurs ne jugent que de l'excellence de votre parcours et ne jugent que de on va dire, de l'adéquation des moyens que vous demandez à la question que vous posez. Donc c'est complètement agnostique. Quel que soit le sujet, on va juger on va pas juger de la pertinence de la question que vous posez, on va juger de la qualité de la science que vous proposez, quelle que soit la question que vous posez. Ça, c'est les appels blancs. Et ça marche assez bien. C'est pour ça qu'on a des projets extrêmement variés. Ce sont aussi les plus compétitifs parce que forcément, on ne répond pas et tout le monde se précipite sur ces appels blancs pour essayer de faire financer une recherche un petit peu innovante, un peu extraordinaire. Et à côté de ça, il y a des appels qui sont programmés avec il faut développer les vaccins du futur, il faut développer des nouveaux antibiotiques ou la thérapie génique, etc., etc. Et là, quand on a un sujet qui s'adapte ou correspond à ce besoin programmatique, là, on peut y aller. Mais ce sera toujours l'excellence, et je ne peux pas faire autre chose qu'avoir foi dans les jurys qui analysent mes projets, parce que sinon je ne dépose plus rien. Donc en effet, je pense que, et d'ailleurs j'ai participé aussi moi-même à des évaluations, on le fait de manière très objective, en ne jugeant que de la qualité de l'argumentaire, des méthodologies qui sont proposées. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, madame. Bonsoir, j'ai une question sur les essais cliniques. Les personnes qui sont volontaires, qui sont par exemple atteintes d'un cancer et qui reçoivent un placebo, comment ça se passe pour ces personnes-là? Elles ne sont pas soignées? Alors, c'est une question qui est très importante. Avant toute mise en œuvre d'un essai clinique, un comité d'éthique, donc il y a un comité technique qui regarde votre design, qui va vous dire oui ou non, et il y a un comité d'éthique aussi, qui pose la question, est-ce moral de traiter la question qui est posée de cette manière? Et dans le cas des médicaments anticancéreux, mais on va toujours essayer d'évaluer la perte d'opportunité aléatoire, puisque les gens sont choisis au hasard, qui correspond à l'essai clinique pour les patients. On veut minimiser cette perte d'opportunité. Et donc, dans le cas d'un pronostic vital engagé, une maladie très grave comme le cancer, les médicaments, les essais cliniques vont se faire dans un environnement où les patients vont recevoir les médicaments qui sont connus et autorisés pour leur maladie. Donc, on va venir où ils auront reçu tous les médicaments qu'ils pouvaient recevoir. Et donc, les médicaments expérimentaux, en général, arrivent en dernière ligne, s'il y a eu échec à tous les autres traitements. Et donc là, on peut se penser qu'il reste moral d'avoir des patients qui reçoivent le placebo et des patients qui reçoivent quelque chose dont on n'est pas du tout sûr que ça marche ou que le rapport risque-bénéfice soit positif. Et dans le design de ces essais, la plupart du temps, il y a une levée d'aveugle à mi-parcours. Et si le médicament est efficace, le bras placebo disparaît et passe dans le bras traité. Donc dès qu'on a une réponse objective au traitement, on arrête d'envoyer des patients sur le placebo. Et donc on a fusion des deux bras. Donc il y a tout un ensemble de mécanismes, j'en ai décrit un, tout un ensemble de mécanismes qui permettent raisonnablement d'être éthiques dans cette expérimentation clinique. Merci, c'est très intéressant. Derrière vous. Il y avait un monsieur derrière vous. Quel est le rôle de la SAT, la Société d'accélération de transfert de technologie, entre le chercheur et son brevet et la biotech dont vous parliez tout à l'heure? Alors j'ai un expert en face de moi. Alors les SAT sont ce qu'on appelle des bureaux de transfert de technologie, TTO en anglais. Donc Société accélératrice de transfert des technologies. Alors elles sont un peu spéciales, les SAT en France. Elles ont été toutes bâties sur le même modèle en même temps, de manière à combler l'espèce de vallée de la mort entre une découverte et son développement vers une application. Et elles ont pour but d'accélérer
en fait la relation entre un industriel et le laboratoire académique. Donc les SAT, elles font du marketing, elles ont des catalogues d'inventions qu'elles présentent à des industriels, donc elles font cette démarche marketing, business development. Et elles ont aussi quelque chose qui est intéressant en France, une capacité financière. Elles ont un capital qui permet de financer des étapes qu'on appelle de maturation. C'est-à-dire une fois qu'on a épuisé le recours au financement académique classique, la SAT peut mettre de l'argent pour dire, voilà, vous avez un prototype à faire, ou bien vous devez caractériser votre candidat médicament, et moi je vais vous donner 100 000, 200 000, 300 000 euros pour finir ces expériences qu'en tant qu'académique pur, vous n'avez pas forcément besoin de faire pour faire un beau papier, mais vous en avez besoin pour attirer un industriel. Donc les SAT sont capables de faire ça. Et dans le cas, et en plus, donc, ce qu'elles font, les SAT, c'est qu'elles ont des pouvoirs de négociation qui leur sont donnés par les organismes de recherche, comme les universités. Ça évolue aussi. Mais à l'origine, je peux vous raconter pour l'histoire de l'alpibectire. L'alpibectire, c'est une molécule qui a été développée dans mon laboratoire, un laboratoire multitutelle. Moi, je dépends de l'INSERM, de l'université, de l'Institut Pasteur de Lille. Donc, théoriquement, pour tout contrat, j'ai mes 3 tutelles qui doivent apposer leur signature. Vous imaginez, sur un contrat de licence, c'est assez compliqué. Ça prend des âges, ça prend des années. Et dans le cas de l'alpibecture, c'était les premières années de la SAT, et ça a été d'ailleurs le premier contrat de licence négocié par la SAT. Et la SAT a reçu le pouvoir pour signer les contrats de licence avec ici la société Bioversis, petite société, qui travaillait dans un domaine proche du nôtre. Et donc, ça a grandement simplifié la contractualisation entre la partie académique et la partie biotech. Et d'ailleurs, après, la partie biotech, elle a signé avec GSK un accord qui permet d'avoir encore plus de fonds. Et ça a toujours été des accords bipartites, longitudinaux, tout le long du projet. Et ça a été un facteur d'accélération très important, plutôt que d'avoir des contrats qui doivent être signés par 6 personnes en même temps. Même si c'est des industries qui sont très agiles, qui sont très volontaires pour signer des contrats, c'est long. Mais alors, sur des institutions académiques, ça peut être très très long, ça peut même tuer un programme. J'en ai un autre que je ne citerai pas qui a été tué de cette manière. Donc ce sont elles qui vendent les brevets quelque part, en quelque sorte. Oui, elles font en tout cas du B2B ou du A2B, academic to business. En effet, elles peuvent le faire. Mais il y a aussi INSERM Transfer pour l'INSERM qui a la même fonction, sauf qu'INSERM Transfer n'a pas de fonds de maturation aussi important que les SAT. Et vous disiez que certaines organisations prenaient des parts en tant qu'actionnaires, donc la SAT peut devenir actionnaire également ? Non. D'ailleurs, c'est un problème structurel des SAT, c'est qu'elles pourraient, parce qu'on leur a demandé, le gouvernement leur a dit, vous devez devenir rentable, SAT, vous êtes des sociétés accélératrices, vous allez prendre au passage de l'argent sur ces contrats, mais si elles doivent attendre des redevances ou très tardives, le business model est compliqué. Si elles avaient pu investir dans le capital des sociétés qu'elles auraient contribué à créer, à mon avis, elles auraient eu plus de chances de devenir rentables, ou en tout cas de moins perdre d'argent. On va avoir le temps de prendre encore 1 ou 2 questions. Monsieur. Oui, je voudrais savoir s'il y a des incidences entre le développement de la médecine nucléaire et vos activités de recherche. Par médecine nucléaire, vous entendez rayonnement ionisant, radioisotope, etc. Oui, tout à fait. Oui. Oui, alors là je vais parler uniquement de la partie immunothérapie, parce que ce que l'on sait, c'est que la médecine nucléaire, l'utilisation de radioisotopes comme le radium, ou la radioimmunothérapie, ou les rayons gamma, ont un effet sur les cellules qui leur permettent de présenter à leur surface ce qu'on appelle des néo-antigènes. Donc des antigènes qui vont faire qu'elles vont être reconnues par le système immunitaire. Donc la radiothérapie est un système qui permet de booster l'immunothérapie. Et donc il y a une synergie en effet entre le rayonnement ionisant et l'immunothérapie qui est exploitée. Donc le rayonnement ionisant, il n'a pas uniquement pour but de tuer les cellules cancéreuses. On focalise le rayon, on va tuer la tumeur. Non, en fait, quand on fait ça, on altère aussi le métabolisme de la tumeur et on lui fait présenter des antigènes qui font qu'elle va être reconnue par le système immunitaire. J'ai une autre question qui n'a rien à voir, mais qui est peut-être complémentaire. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'IA. Est-ce que l'informatique quantique peut faire progresser la recherche plus vite et peut avoir des incidences sur
Oui, alors en tant que chimiste, on est très frustré de la mauvaise efficacité de l'informatique pour modéliser des molécules. Les molécules sont des objets quantiques. Et donc, si on sait qu'on peut modéliser facilement l'atome d'hydrogène avec un ordinateur. Une molécule biatomique, peut-être, ça commence à être un peu compliqué. Une molécule triatomique, c'est très compliqué. Et alors, une molécule qui a 14, 20, 30 atomes, c'est impossible. Les ordinateurs actuels ne peuvent pas le faire. Donc, on ne peut pas simuler la réalité physique d'une molécule avec un ordinateur. On est incapable de le faire. Donc, on fait des choses qui sont approchées. C'est un petit peu comme du dessin au crayon de bois. C'est vraiment pas bon. Et si l'on voulait vraiment calculer l'interaction entre notre médicament et un composant biologique, pour le faire de manière précise, il nous faudrait pouvoir modéliser l'aspect quantique de la molécule et du composant biologique, qui existent, qui sont là, qui président à ces interactions. Et pour le faire, on pense que l'ordinateur quantique c'est pas parce qu'il est quantique qu'il peut faire de la modélisation de la quantique, mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans la vitesse de calcul qui nous permettrait peut-être d'envisager la modélisation des aspects physiques réels des molécules avec l'ordinateur quantique. Et j'essaye de pousser cela, de trouver... alors il y a des sociétés qui font l'ordinateur quantique qui revendiquent justement d'améliorer la modélisation ou le calcul de ces entités moléculaires. Et c'est encore très très loin d'être efficient, mais je pense que c'est une voie d'avenir. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Un mot de la fin? Merci. Merci à vous.